Merci à Modeste de Sotogo et son équipe qui nous laisse à présent l'antenne pour la discussion du jour. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Bienvenue dans la cour commune pour parler aujourd'hui du cumul études-emploi. Nous nous intéressons ou nous nous interrogeons, je vais dire, précisément sur le curseur, l'endroit où il faut mettre le curseur. C'est pour quelque peu parler de ces étudiants qui sont aussi en fonction. Vous allez les entendre dire, travailler et étudier, ce n'est pas du tout aisé puisqu'il faut de l'efficacité, de l'efficience. Il faut savoir mettre le curseur là où il faut pour ne pas prioriser l'un au détriment de l'autre. Nous abordons la question aujourd'hui avec mes différents invités. L'objectif, c'est de pouvoir dire concrètement comment s'en sortir. J'ai convié sur ce plateau des gens qui sont en plein dedans, c'est-à-dire qui font l'expérience, qui travaillent et qui étudient. J'ai également appelé avec moi des spécialistes. Je vous présente déjà mes invités. Alors, je suis avec Monsieur Stéphane Kwassassi. Il est auditeur en génie civil, c'est-à-dire qu'il est donc étudiant en master en génie civil. Monsieur Kwassassi, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. D'accord, merci. Oui, moi ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Je dois avoir avec moi Larios Adjagbenon, qui lui est étudiant également et qui travaille. Il n'est pas encore là. Nous espérons qu'il va nous rejoindre. Celui qui est déjà là, c'est Habib Rodonou. Lui n'est pas étudiant. C'est un spécialiste. Il est recruteur spécialiste en management et gestion des organisations, entre autres. Hein, entre autres. Alors, monsieur Rodonou, bonjour. Bonjour Madame Taboula. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. En second plateau, je dois avoir avec moi Monsieur Gibran Nokpan, qui est gestionnaire de ressources humaines. Voilà un peu les invités conviés à ces échanges pour donc nous dire où mettre le curseur dans cette affaire du cumul études-emploi. Alors, nous allons commencer peut-être par les intéressés, puisque c'est eux qui font l'expérience, c'est eux qui nous inspirent. Donc, le sujet de ce matin, Monsieur Kwassassi. Et voilà. Alors, vous faites l'expérience comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes étudiant en génie civil, vous travaillez et vous étudiez. Alors, d'abord, dites-nous d'où est venue l'initiative des études. Enfin, continuer les études tout en travaillant. D'où est partie cette idée? Merci madame pour cette question que vous m'avez posée. L'étude, après ma licence en génie civil et vu mon jeune âge, il faudrait que je cumule beaucoup plus de diplômes pour vraiment continuer et avoir vraiment la place haute pour mieux me laisser exercer mon métier dans mon domaine de génie civil. Mais après ça, je me suis aussi lancé dans l'entrepreneuriat Ok, et je suis un producteur de la bière du couteau que d'accord. j'ai embouteillé. Donc, mon métier principal qui est génie civil est là que j'exerce toujours et je vais toujours au cours en master et j'exerce aussi la production de la bière du couteau que je suis le producteur. D'accord. Comment ça s'est concrétisé? C'est-à-dire de l'initiative à l'acte, comment ça s'est passé? Bon, après ma licence en génie civil, j'étais à la maison, je ne faisais rien, donc j'étais vraiment ennuyé. Donc là, c'est là que je me suis dit, bon, Là, vous n'avez pas encore créé l'entreprise. non. C'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas continuer les cours si l'opportunité y est encore et que l'âge n'est pas encore très avancé. C'est là que j'ai commencé les cours en master à l'EPAC. Et c'est au cours de ma formation que j'ai aussi décroché un emploi en tant que contrôleur génie civil Dans une à- entreprise de la dans une place. entreprise de la place. Mhm. Et quand j'ai laissé mon métier en tant que contrôleur et que je partais toujours au cours, je me suis dit, bon, je ne devais pas rester ici étudier
pour pouvoir passer au Bénin, je me disais qu'il n'y avait pas l'emploi qui était vraiment assuré. Il faudrait que je voyage. Mais forte est ma chance que j'ai rencontré un blanc qui me dit de mettre toute ma passion sur ce que je veux pour que mes vacances soient des passe-temps dans tout le pays où je vais au fait. C'est là que je me suis réfléchi, j'ai réfléchi du moins et j'ai créé quelque chose comme une bière locale que j'ai embouteillée. D'accord. Maintenant, donc, quand vous avez eu l'initiative de l'entreprise, vous avez laissé l'emploi salarié, c'est ça? Non, je suis toujours en train de bien vrai. J'ai terminé le contrat pour le moment avec l'entreprise de la place, mais ça ne m'empêche d'exercer aussi toujours mon métier pour des contrats, des différents contrats avec d'autres entreprises et autres. Mais aujourd'hui encore, je suis appelé dans une entreprise que je travaille et j'exerce toujours mon métier. Donc, vous cumulez au fait 2 emplois plus votre entreprise. Exactement. Alors, quel est votre secret? Comment vous arrivez à satisfaire ces 3 domaines? Il faut du planning, je dirais. La planification est très importante et il faut aussi de la patience. Parce que si tu n'es pas patient et stressé, comme on le dit, tu ne peux y arriver. Donc c'est grâce à la patience et à la planification que j'arrive à cumuler les 3 emplois et la communication avec mes employeurs. Ou bien ces emplois que vous avez ne vous imposent pas, surtout l'emploi que vous avez ne vous impose pas d'être dans l'entreprise du matin jusqu'au soir, de faire quoi, 8 heures de travail, 10 heures de travail. Bon, ça ne, je dirais que en tant que contrôleur génie civil, bien vrai, je suis appelé à être sur le terrain, mais le fait que je suis sur le terrain m'empêche de, de, de satisfaire mes clients qui consomment déjà la bière. Déjà, j'ai des livreurs qui sont en place et que une fois la commande faite avec les clients, j'envoie les livres, les livrets et autres, et moi, je suis là à percevoir. Donc parfois, l'un prime sur l'autre, vous n'arrivez pas à réellement équilibrer, c'est ça? On peut dire ça, mais j'arrive quand même à sortir du... Lequel prend le dessus? Le boulot ou bien les études? Je dirais, c'est les études qui importent plus parce que là, tu investis et il faudrait que tu donnes un bon résultat, il faudrait que tu aies un bon résultat parce que l'investissement que tu as eu à faire, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez avec moi que étudier, c'est pas facile. Et c'est un investissement vraiment assez exorbitant. Donc, il faudrait que tu mettes le paquet sur l'un pour que que ton investissement que tu as eu à faire ne soit pas à l'eau. Si vous laissez ce qui vous aide à investir, c'est que vous n'aurez plus à investir. Bon, je ne sais pas si vous comprenez Je là vous où je m'en comprends. vais. Je sais que je n'aurais plus à investir, mais il y a des étapes ou bien je dirais une planification. Parce que si déjà tu respectes cette planification, tu peux toutefois, tu es libre en fait. Nous avons 24 heures dans la journée. Donc je ne suis pas là à étudier 24 sur 24, non. Mais chaque chose à son temps. Et vous arrivez à avoir le temps justement de lire vos cours, passer vos examens et autres là. Oui, oui, j'ai le temps. Comme je vous l'ai dit, c'est la planification. De tout, voilà. D'accord. Monsieur Rodonou, voilà ce qu'il a pu nous dire. Étudier et travailler, c'est possible, mais pas aisé au fait. C'est ce que je retiens. Bien sûr, ce n'est pas aisé, mais c'est surmontable. On peut surmonter cette conciliation entre les études et puis le travail. Et là, il faut que nous puissions déjà faire la différence entre étudier et travailler, étudier. Parce que lorsque nous parlons d'étudier et travailler, nous parlons des débutants, de ceux-là qui viennent d'avoir le BTS, la licence, le master, et qui sont en train de faire déjà leur première expérience en entreprise, ou bien qui viennent déjà d'obtenir leur premier contrat en entreprise, et qui doivent forcément donc alors surmonter cette conciliation entre leurs études et puis le travail qu'ils viennent d'obtenir. Mais par contre, lorsque nous parlons de travailler et étudier, nous parlons de ceux-là qui ont déjà eu un contrat, 2 contrats, 3 contrats, qui avaient un temps stoppé leurs études et qui maintenant veulent faire ce qu'on appelle la reprise des études en même temps avec le travail qu'ils sont en train d'exercer. Quand nous prenons le premier cas avec ce que vient de dire mon prédécesseur, je vais compléter pour dire qu'il y a un maximum d'avantages en ce qui concerne étudier et travailler.
Le premier avantage que vous avez, c'est d'avoir ce qu'on appelle cette indépendance financière parce que vous avez les études qui coûtent beaucoup cher et on se veut déjà après le BTS ou après la licence, pourquoi pas après le bac plus 1 et le bac plus 2, on se veut déjà une entreprise d'accueil où on peut déjà commencer par exercer une profession afin d'avoir une rémunération qui permet d'une part de payer d'abord vos loisirs, qui permet de payer votre déplacement, qui permet de vous payer vos repas quotidiens, donc afin de pouvoir assumer un certain nombre de fonctions régaliennes qui ont attrait à votre personnalité physique et morale. D'une part, c'est ça. Mais d'autre part, c'est que l'avantage que vous avez quand vous faites les études et le travail, c'est que vous arrivez à définir, vous arrivez à mettre en place ce qu'on appelle un réseau professionnel. Déjà, avec un bac plus 2, bac plus 3, vous rencontrez de nouvelles personnalités. Vous avez un carnet d'adresses que vous commencez par développer et par là, vous commencez par parler autour de vous, déjà de votre projet professionnel, quand même peut-être que le travail que vous commencez par exercer ne cadre peut-être pas du tout avec votre formation de base. Vous commencez par développer votre projet professionnel, vous commencez par parler autour de vous, de votre projet professionnel et qu'est-ce pour que avant que vous ne finissiez peut-être si c'est votre stage professionnel ou avant que vous ne finissiez peut-être votre premier contrat à durée déterminée, il y a quelqu'un déjà qui est accroché par votre projet professionnel, qui vous appelle, qui essaie peut-être de vous débaucher ou bien qui attend que le contrat à durée déterminée puisse finir et vous accorde maintenant une nouvelle opportunité. Et autre avantage que nous avons peut-être quand nous parlons d'études et travailler, c'est cet avantage-là qui vous permet vous-même de commencer par réaliser votre propre personnalité, de commencer par anticiper, de commencer par vous préparer pour un marché d'emploi qui est très dynamique et qui est très compétent. Mais par contre, il y a beaucoup d'inconvénients, surtout pour les débutants. Quand on commence déjà avec un BTS, un master, on n'a jamais eu une expérience professionnelle, il y a la difficulté, par exemple, du déplacement. C'est que vous faites en même temps la maison, vous quittez la maison, c'est pour aller au service, vous quittez le service, vous allez au cours, c'est peut-être le cours du soir, vous quittez les cours du soir, vous repartez à la maison, il faut peut-être préparer si vous êtes célibataire, il faut peut-être sortir, préparer le lendemain, et vous arrivez à... C'est vraiment difficile, mais avec une très bonne organisation, on arrive à surmonter cela. Et je pense que c'est important. On distingue parfois des gens qui ont des parents suffisamment nantis ou qui ne sont peut-être pas nantis, des parents qui ne comprennent pas qu'il est important de laisser le jeune diplômés aller faire l'expérience et qui mettent tout ce qu'il faut comme moyen financier à leur disposition. Donc, du coup, puisqu'ils ont les moyens financiers pour étudier, donc ils ne se disent plus, allons chercher l'emploi, allons faire notre première expérience professionnelle. Et on vient à découvrir quelque chose qui est très alarmant, c'est quand ils viennent d'avoir le bac plus 2, bac plus 3, ils ont déjà fait 2 ans, 3 ans à la maison, qui tombent sur une opportunité de recrutement, peut-être un poste d'assistant aux ressources humaines, ou un poste peut-être de caissier, ou un poste peut-être d'assistant comptable. On dit bac plus 3 avec 2 ans d'expérience, mais puis ils restaient constamment à la maison du matin au soir avec leur licence, leur BTS, parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour manger, pour boire, pour sortir, pour le plaisir. Donc ils ont la licence qu'on appelle le profil, mais ils n'ont pas la qualification, ils n'ont pas l'expérience professionnelle. Donc c'est un thème très important. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle les études et puis le travail, et aussi chercher à concilier le travail avec les études. Dans ce cas, on parle donc de la reprise des études dans le travail que nous faisions. Voilà un peu la précision que vous faites, est-ce que chacun de ces domaines a des obligations particulières? Oui, bien sûr, bien sûr. Chacun de ces domaines a des obligations très particulières, mais il arrive que parfois on confond quand on ne sait pas faire. Vous savez, par exemple, quand vous faites les études et le travail, études et travail, vous n'allez pas avoir votre master déjà sans avoir une fois travaillé, ou votre licence ou le BTS sans avoir une fois travaillé, et en même temps dire je veux occuper un poste de chef service. Ce n'est pas possible. Si vous devez occuper un poste, ça peut être un poste d'assistant par exemple, un poste où vous avez quand même un peu de liberté pour pouvoir vous organiser. Attendez, donc ça veut dire que celui qui n'a jamais travaillé quelque part, quand bien même il a un master, il ne peut pas demander à être un cadre si c'est que c'est la première fois qu'il veut travailler. C'est ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr, et c'est il même a un master quand même. Hein? Bien sûr, mais Madame Toubla, il faut comprendre que c'est même un rêve qu'on ne peut pas réaliser, à moins que ce soit peut-être ce qu'on appelle les relations et qui après finissent mal quand c'est peut-être l'entreprise d'un proche à vous. Parce que même quand vous avez un master fraîchement, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le profil, et comme l'a dit Madame Touboula, il y a ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Vous avez un master, c'est vrai qu'on appelle le profil, mais vous avez combien d'années d'expérience professionnelle? C'est important. Vous avez une autonomie? Est-ce que vous avez la rigueur? Est-ce que vous avez une force de proposition? Est-ce que vous savez prendre des décisions? Est-ce que vous savez anticiper? Est-ce que vous avez la proactivité? Est-ce que vous savez déléguer les tâches? Est-ce que vous pouvez faire ci et ça? Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Raison pour laquelle, quand vous êtes déjà même en première année, en deuxième année, commencez déjà des stages.
académique, les stages professionnels. Et quand vous trouvez même un stage professionnel qui n'est même pas payant, même si on ne vous donne même pas le SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, d'accord, acceptez-le, pourquoi pas? Parce que ça vous permet de vous préparer. Ce n'est pas l'entreprise qui gagne votre main-d'œuvre seulement, mais c'est vous aussi qui gagnez ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Avec ce qu'on finira par appeler la VAE, la validation des acquis et des expériences, ça vous permettra de pouvoir avoir un CV qui répond désormais aux exigences, aux critères de votre futur employeur du marché de l'emploi. Vous voyez un peu? Mais par contre, lorsque nous parlons de travailler et d'étudier, ça veut dire que vous avez déjà eu un contrat à durée déterminée, 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous avez laissé d'abord les études en ce temps-là parce qu'il y avait certaines contraintes, certaines obligations pour assurer votre employabilité. Et maintenant, vous vous trouvez devant de nouveaux défis, la vie avance, le temps avance, il y a de nouveaux défis, de nouveaux challenges qui viennent. Il faut que vous soyez forcément capable de pouvoir vous conformer au marché de l'emploi. Donc, du coup, l'obligation pour vous de reprendre les études dans le plein temps, bien sûr, de l'emploi que vous êtes déjà en train d'assumer à un poste quelconque dans une entreprise de la place. Lui, il a dit qu'il est à son compte, mais il travaille parallèlement à cela. Mais il a décidé, il a décidé d'aller vers les études. Beaucoup sont des salariés qui sont obligés de couvrir un certain nombre d'heures de travail, mais dans le même temps décident d'y aller. Quel est le cadre juridique ou professionnel qui facilite quelque peu que cet employé-là puisse, en dehors de ses charges dans l'entreprise, puisse aller acquérir d'autres savoirs? En principe, le vrai cadre juridique que nous disposions, ce n'est que le contrat de travail et après la convention collective de travail. Aujourd'hui, c'est plus avancé avec les prud'hommes et nous pouvons retourner ceci. Il y a d'abord ce qu'on appelle le congé individuel de formation. Le congé individuel de formation, c'est rien d'autre que ceci. C'est la capacité que vous accorde votre employeur. Il vous donne un congé spécifique. C'est-à-dire, il vous donne certaines heures de manière spécifique qui vous permettent, vous, en tant que son employé, de pouvoir suivre une formation ou des études de votre choix. Il y a ce qu'on appelle aussi le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est différent du congé spécifique de formation. Pourquoi? Parce que ça, c'est un compte. Cela suppose quoi? Cela suppose que au sein de l'entreprise, sur les 35 heures, par exemple, si vous devez faire, aujourd'hui, nous avons avec le nouveau contrat de travail qui a été ratifié dans ce qu'on appelle les 35 heures. Alors, sur les 35 heures, votre employeur peut décider de vous faire un crédit de 2 heures la semaine. Il peut décider de vous faire un crédit de 4 heures la semaine. Ce crédit doit répondre certainement peut-être aux examens au sein de votre université. Si vous êtes dans une université de la place et que vous devez peut-être par semaine aller composer pour une matière et valider une matière par exemple, votre employeur s'entend avec vous et vous accorde ce qu'on appelle le compte personnel de la formation. Donc, votre DRH, votre manager direct qui est votre supérieur hiérarchique, c'est que à la fin de chaque semaine, au cours de chaque semaine, vous disposez peut-être de 5 heures. Et ces 5 heures sont donc alors déductibles forcément de votre congé. Parce que lorsqu'on fera le planning des congés, vous savez que le Code de travail et la Convention collective de travail disposent en leur article 154 de ce que vous bénéficiez de 2 heures en principe par jour, ce qui fait donc alors les 24 heures calendaires, n'est-ce pas? Dans ces 24 heures, si c'est que vous avez bénéficié de 2 heures dans votre compte personnel de formation, à la fin de l'année, on vous déduit cela, forcément. Ça, c'est le compte personnel de la formation. Ça, c'est entre vous et puis votre employeur. Mais par contre, en ce qui concerne le congé individuel de formation, le CIF, le CIF, le congé individuel de formation, la loi dit que le chef d'entreprise vous accorde un congé qui vous permet d'aller vous former. Mais dans ce cas, c'est au bénéfice de l'employeur et de vous. Comment? Je vais vous l'expliquer. Monsieur Inks souhaiterait continuer un master spécialement en gestion des ressources humaines. Ou peut-être continuer son master. Il a été embauché dans une entreprise Inks avec une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, il a fait 2 ans, 3 ans sur cette entreprise Inks et il voit que le marché évolue, les données sont en train de changer. Il faut que l'entreprise dans laquelle il est puisse aussi se conformer à certaines connaissances, puisse aussi se dynamiser.
il décide d'aller continuer son master en gestion des ressources humaines. Il écrit à son employeur pour demander ce qu'on appelle le congé individuel de formation, qui n'est qu'un congé spécifique. Lorsque l'employeur s'accorde avec vous de vous donner le congé individuel de formation, dans ce cas, l'employeur peut décider de supporter une partie ou la toute partie des frais de formation. Pourquoi? Parce que vous, en retour, vous vous engagez, quand vous finissez la formation, ou même pendant que la formation se déroule au sein de votre université privée, où vous êtes en train de suivre votre master, de mettre ces acquis, ces nouvelles expériences, ces nouvelles connaissances, de les mettre au profit de votre entreprise, d'une part, pour assurer votre employabilité, d'autre part, pour améliorer vos performances, et enfin maintenant, pour permettre à ce que l'entreprise qui vous a embauché puisse atteindre une performance et une efficience. Donc, vous actualisez au fur et à mesure les connaissances de l'entreprise pour que l'entreprise soit efficiente. Mais il peut arriver que l'employeur, avec sa cagnotte, sa situation financière, puisse dire, Monsieur X ou bien Madame Y, je vous accorde le congé spécifique de formation, mais nous n'avons pas aujourd'hui réellement les moyens qu'il faut pour pouvoir vous supporter financièrement, pour pouvoir supporter une partie ou la moitié ou carrément la toute partie de la formation. Ça, c'est un consentement entre vous et l'employeur. Mais nous demandons, nous, aux employés, de ne pas insister. Si déjà vous avez vous-même la capacité de financer vos études et que l'employeur accepte de vous accorder le temps qu'on appelle le congé individuel de formation, mais allez-y. C'est vrai que ça avantage l'employeur, mais après ça vous avantage aussi, justement. Et on ira pour voir après, avec les questions de Mme Toublan, nous allons voir la finalité. Comment est-ce qu'on peut négocier cela? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut convaincre son employeur pour négocier ce congé-là? Comment est-ce qu'on peut convaincre son employeur pour pouvoir obtenir un compte personnel de formation, un certificat personnel de formation, et maintenir ce qu'on appelle la VAE, c'est-à-dire la valorisation des acquis de l'expérience. Pendant que M. X ou Mme Y est en train de suivre son master première année en gestion des ressources humaines, vous savez qu'à la fin, ce sera sanctionné par ce qu'on appelle, l'école lui donne le master, c'est tout. Mais ne va pas lui donner un certificat, pas du tout, n'est-ce pas? Alors, il ne va pas lui donner un certificat. Et nous savons que toutes les écoles au Bénin, dans le monde entier, les écoles vous forment pourquoi? Pour la qualification et pour le diplôme. Raison pour laquelle, quand vous finissez d'avoir votre master, votre licence, vous n'êtes pas qualifié pour le marché de l'emploi. Vous êtes qualifié pour le profil que veut l'employeur. Avoir un bac plus 2, avoir un bac plus 3, ça s'arrête là. Et maintenant, le recruteur va dire maintenant, il faut que cette personne ait 5 ans d'expérience, 8 ans d'expérience, que la personne ait travaillé déjà à 3 ans à un poste similaire, que la personne ait développé telle autonomie. Ça, ce n'est plus l'école qui vous donne ça. Non. Pas du tout. Donc, l'école donne maintenant, après les 2 ans, à M. X, ce qu'on appelle votre diplôme de master en gestion des ressources humaines. Mais il y a ce qu'on appelle la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis d'expérience. Pendant ces 2 ans, où M. X ou Mme Y est en train de travailler au sein de cette entreprise A, à un poste de gestionnaire des ressources humaines, il dit, OK, moi je veux spécialement travailler sur ce qu'on appelle la construction des carrières, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières ou des compétences au sein de l'entreprise. Et pendant les 2 ans, où il est en train de suivre son master, il met en place une bonne gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des carrières au sein de l'entreprise. Et le chef d'entreprise va finir par voir, mais M. Y, pendant ces 2 ans où nous lui avons accordé un temps pour sa formation, a pu mettre en place au sein de notre entreprise une bonne GPEC. Ou a pu mettre en place dans notre entreprise peut-être une bonne gestion de la motivation du personnel. Ou a pu peut-être développer au sein de notre entreprise, pourquoi pas, une bonne gestion des congés. Ou on peut peut-être mettre au sein de notre entreprise une bonne gestion de la formation du personnel. Ce qu'un tant d'employeur n'avait pas. Et il fallait peut-être aller appeler un consultant externe pour le faire. Donc, il faut maintenant qu'après cela, on puisse valider ces expériences-là que M. Y ou Mme X a apportées au sein de l'entreprise. Et à la fin, c'est qu'on vous délivre un certificat. Donc, voilà un peu les avantages. Et c'est ça au bénéfice. Et il faut savoir comment est-ce qu'on peut écrire, comment est-ce qu'on peut convaincre son employeur pour obtenir cela. Quelles sont les démarches? Quelle est la méthode? Je pense qu'on va en venir. Je vais poser d'abord la question à celui qui a ou celui qui fait cette expérience. Comment pour vous c'est fait concrètement? Est-ce que vous avez négocié
ou bien il n'y avait pas besoin de négocier, vous êtes allé seul, il n'y a pas d'entente entre vous deux? Bon, avant de décrocher l'emploi et dans la structure de la place où j'étais, j'étudiais déjà. Ok. Et c'était un cours du soir que je faisais à l'époque. Donc, je n'avais pas trop les trois travails, c'est-à-dire En même temps? en même temps. Il y avait la production locale, le tukutu que je produisais et le cours du soir que Vous j'avais. suffit. Voilà. Ok. Donc, en matière d'expérience, comme Monsieur Habib? monsieur l'a dit, j'ai décidé de me lancer aussi vers mon profil parce que je ne vais pas étudier tout cela et abandonner le génie civil comme ça. Et comme le bénin en chantier, donc c'était encore une chance pour moi ou bien une opportunité pour moi de vite décrocher mon emploi. Donc c'est après avoir déposé des dossiers dans les structures de la place que j'ai été retenu dans une société où j'ai mon métier. Mais je ne leur ai pas dit de façon directe que j'allais au cours du soir ou bien j'étais en master. Parce que déjà, je vais au boulot à 8h, déjà à 8h, je suis chantier. Je donne des recommandations aux chefs chantiers et aux ouvriers. Je les contrôle et à midi, j'ai ma pause. Déjà que j'ai ma pause à midi, ça me permet soit d'étudier une partie de mes cours ou bien si j'ai des commandes ou bien j'ai des livraisons en cours, je les valide rapidement. Et après la pause, je continue toujours avec mon, Votre chantier? voilà, mon chantier. Vous finissez sur le chantier à quelle heure? Le chantier, des fois, on quitte, comme c'est un travail de terrain, des fois, on peut me quitter déjà à 17h, 18h, on quitte le chantier. Mais ça peut être aussi un travail où, par exemple, nous avons des ouvrages élémentaires à couler et il nécessite vraiment que ça soit vraiment réalisé en un seul temps. Donc, nous pouvons rester là. Par exemple, je prends le cas de la dalle ne peut pas être coulée à moitié. Donc, si c'est que nous démarrons la dalle, par exemple, à 19h, il faudrait que nous terminions la dalle À l'heure à laquelle ça a fini? voilà, à quelques coups. Donc, en majorité, généralement, déjà à 17h, 18h, nous terminons les travaux sur le chantier. Mais il y a des cas exceptionnels qui nous amènent à aller au-delà de notre heure de travail. Voilà. Et quand... Oui, continuez, allez-y. Donc, quand c'est comme ça, je peux toutefois appeler le responsable de ma classe, c'est-à-dire au cours du soir, et je prends une permission et après je peux me rattraper avec le cours. Donc, même dans ce cas, vous ne dites rien à votre employeur? Non, ce n'est pas comme le RH a dit, ce n'est pas comme ce n'est pas lui qui couvre directement Qui investit dedans, mes il n'a rien à charges voir d'études. là-dedans. Si déjà après le boulot et que je lui donne déjà Satisfaction, en fait, vous faites son satisfaction travail. sur ce qu'il veut, sur ma personne, je suis libre de faire ce que je veux. Bon, c'est moi ma personne. Okay. Est-on vraiment libre comme ça de ne pas informer son employeur? Non, moi je vais poser la question pour savoir si on est sous le coup de la loi ou pas. Est-on libre d'informer le patron ou pas? Cette réponse est à deux niveaux. Nous allons bien la situer. Vous êtes libre d'informer votre employeur dans le cadre où vous entamez une démarche professionnelle et légale. C'est-à-dire professionnel et légal. Professionnel et légal veut dire vous ne tombez pas sous le coup de la loi. Vous savez que quand vous l'informez, vous engagez une démarche, une négociation, elle existe, elle est écrite, elle est concrète. Ok. C'est dans les archives, c'est connu par vos supérieurs hiérarchiques, c'est connu par vos collaborateurs, c'est classé dans votre dossier. On sait que désormais, chaque jour, ou bien par semaine, à telle heure, monsieur Ins bénéficie de 2 heures pour faire ci et ça. Si on venait, peut-être, les caméras venaient à le surprendre en train de lire un document aux heures de travail, il peut se justifier. Ah, monsieur, excusez-moi, j'avais un examen ce soir sur la JPEG ou un examen peut-être sur telle chose et c'est parce que c'est pour ça que les caméras m'ont surpris, ou bien il est en retard, ou bien peut-être il sort à 18h, alors que le CIF lui demande de sortir peut-être à 18h30. Et puis, il peut peut-être se justifier. Monsieur, je n'ai pas pu vite finir mes examens et nous avons composition ce soir. Vraiment, je m'excuse beaucoup, ça ne va pas se répéter. Il y a un cadre légal qui existe et qui est connu entre vous et votre employeur. Lorsque vous n'informez pas votre employeur, vous avez aussi parfois vos raisons.
Vous savez, parfois, quand vous avez un supérieur hiérarchique qui est jaloux de votre promotion, de votre projet professionnel, qui n'a peut-être pas le même niveau que vous, ou qui est en train de voir vos élans à vouloir prendre son poste, ou qui pense que peut-être dans 3 ans, 4 ans, en termes de projet professionnel, d'aller évoluer et occuper de grands postes au sein de l'entreprise, il ne va peut-être pas valider. On va vous mettre tous les bâtons dans les roues quand on sait que vous êtes en train de faire ci et ça. Mais dans ce cas, c'est vous qui devez forcément chercher comment faire pour vous en sortir. Vous imaginez, si vous n'informez pas votre employeur, qu'est-ce que vous faites? 1, vous devez être rigoureux par rapport à la loi. 2, vous devez étudier en coulisses. 3, vous devez calculer l'heure pour sortir. 4, vous ne devez pas être en retard. Et 5, c'est que votre performance ne doit pas diminuer. Parce que lorsque votre performance commence par diminuer, vous n'avez rien à justifier. Par contre, lorsque c'est connu par l'employeur et que la performance diminue, même si on vous fait une évaluation au poste, et que celui qui fait l'évaluation, mais celui qui commet l'évaluation derrière vous, son intention, c'est de vous rétrograder. Parce que le but d'une évaluation à un poste, quand vous évaluez quelqu'un à un poste dans une entreprise, c'est pour 3 objectifs. Soit c'est pour renforcer ses capacités, parce que l'évaluation va dire qu'il n'est pas trop bon, soit c'est pour renforcer ses capacités, soit c'est carrément pour le rétrograder, au cas c'est carrément pour lui donner une promotion. Donc celui qui commande l'évaluation sur vous, il peut faire tout possible pour qu'on puisse vous rétrograder peut-être pour ce qu'on appelle insuffisance de résultats. Donc vous avez le choix d'informer votre employeur comme de ne pas l'informer. Mais j'ai remarqué sur 100 employés, vous allez voir que généralement, c'est à peine 20% qui informent leur employeur de cette situation-là et qui viennent à avoir un cadre légal, un cadre juridique et qui évolue. La plupart de nos amis que vous voyez venir au cours du master du soir, les centres du soir, le cours commence à 19h. Et vous les voyez venir à quelle heure? À 21h. Il y en a qui viennent à 21h30. Il y en a quand vous avez peut-être les TD des week-ends, ils ne vont pas venir parce qu'ils sont peut-être caissiers, ils sont peut-être chefs de service, ils sont peut-être adjoints et le DRH ou le collaborateur ou le manager direct qui sait que cette personne-là doit aller faire les TD ou doit aller composer samedi est prêt à lui écrire vendredi à 19h ou à sortir un circulaire pour lui dire demain samedi nous avons réunion et vous ne devez pas rater cette réunion-là. Et il est capable de vous donner une demande d'explication. Vous comprenez un peu? Parce qu'il sait où vous allez justement. Vous voyez, oui. Mais quand le cadre existe déjà et qu'il y a quand même une harmonie entre vous et le patron, entre vous et le chef, c'est facile parfois de quitter, d'être même à l'heure. Là où ceux qui ne sont pas en train de travailler sur la maison viennent au cours du master du soir à 19h, vous pouvez être aussi au cours du master du soir à 19h. Pourquoi pas? Réviser correctement, être dans la salle, être dans un bon bain, dans une très bonne harmonie et avoir de très bonnes notes. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez étudier. C'est avoir de très bonnes notes et puis prouver maintenant cela sur le marché de l'emploi. Et augmenter vos acquis, valider vos expériences. Donc, comme l'a dit Mme Touboula, je répète, nous avons le choix d'informer notre employeur ou de ne pas l'informer. Mais c'est toujours mieux de l'informer. De se protéger au fait, ou être sûr de... Mais vu que vous n'avez pas informé le vôtre, si c'est que vous voulez faire des examens, c'est-à-dire les partiels sont là, et que dans le même temps, vous avez beaucoup de béton à couler. Donc, vous laissez les partiels, quitte à aller aux séances de rattrapage. Bon, c'est une question vraiment pertinente. C'est une question vraiment pertinente. C'est ça le problème. Bon, je ne l'aime pas informer en tant que, comme monsieur a dit, il n'y a pas une juridiction qui atteste vraiment que je vais au cours du soir comme cela se doit. Mais si, au cas où j'ai des examens et autres, comme je vous l'ai dit, c'est une planification. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui j'ai l'examen aujourd'hui et je viendrai composer aujourd'hui. Non. L'examen, comme on le faisait sur le campus à l'université, nous avons 2 examens, c'est-à-dire l'examen hebdomadaire et après la composition finale qui est 25% et 50%. Ok. Donc, l'examen hebdomadaire, je sais que, par exemple, chaque vendredi soir, j'ai examen. C'est à moi de mettre tout en application pour vraiment répondre à mes exigences et vraiment bien travailler à cet examen-là. Et là, toujours pour pouvoir me couvrir ici, et éventuellement, comme Yaracha avait dit, j'avais informé mes supérieurs, mon employeur et autres. Bien vrai, ça ne va pas trop peser sur moi et je serai encore plus libre.
je suis encore plus libre et je sais pas, je dirais vraiment ça pèse, je vais pas mentir, ça pèse, mais avec la planification et la patience, nous arrivions à... Vous arrivez à bon Voilà, port, voilà, non voilà. moins sans difficulté, c'est ce que Oui, vous oui, êtes oui, en train de oui. dire. Alors, quand l'employeur est informé et donne ces heures-là, ce temps à l'employé d'aller étudier, quelles sont, je vais dire, les obligations de cet employé-là vis-à-vis de son employeur? Parce que il peut arriver que lui laisse le travail du monsieur, enfin de son patron, pour dire que lui, ça va au cours. Hein. Que ce coup-là, c'est sa matière principale. Il peut pas manquer. Donc, d'autant plus que le contrat, il est clair. D'autant plus que j'ai mon temps. Je dois aller étudier. Le patron, il est informé. Donc, le reste, je m'en fous. Quelles sont ces obligations, peut-être morales, même juridiques, qui imposent aussi à l'employé d'être sérieux et conséquent envers lui-même et envers son patron? Plusieurs obligations incombent à l'employé qui se trouve dans cette situation. L'une des obligations pour l'employé, c'est d'abord d'être à leur service et de rester dans le cadre. Si c'est un compte professionnel de formation, si c'est 2 heures et qu'on sait à quelle heure, quand est-ce qu'il bénéficie de ça, il doit le respecter. Si c'est par contre ce qu'on appelle le congé individuel de formation, et il sait que ce congé-là existe, il doit rester dans le cadre et le respecter. Deuxième obligation, c'est que le congé qu'on lui donne, ou le compte qu'on lui ouvre, ou la VAE, d'accord, n'empêche pas à l'employé de continuer à améliorer et d'augmenter sa performance. L'employé ne peut pas venir dire au patron que c'est parce que j'étudie, ou c'est parce que tu m'as accordé ce cadre que j'ai diminué en performance, que j'ai baissé en performance, et que je ne suis pas productif. Ce n'est pas possible. Autre obligation qu'il incombe à l'employé, c'est de prendre en compte les priorités de son employeur. Quelles sont les priorités de l'employeur? Quel est le cahier de charge qu'on vous a confié? Et dans ce mois, dans cette semaine, quelles sont les priorités sur lesquelles on vous attend? Vous participez peut-être à un CODI, sur un CODI élargi, ou vous participez peut-être à un CODI restreint. Et vous savez votre plan de travail hebdomadaire qui a été envoyé déjà à votre supérieur hiérarchique, que vous aviez signé, et vous savez qu'en fin de semaine, il faut forcément produire le rapport de votre plan de travail hebdomadaire ou de votre plan de travail mensuel. Votre formation ou la reprise de vos études, en aucun cas ne doit justifier votre baisse de performance ou le non-accomplissement, le non-achievement de la réussite de votre plan de travail mensuel ou hebdomadaire. Vous serez forcément sanctionné pour ça. Donc, ce n'est pas parce que ce cadre existe qu'il faut baisser la performance, qu'il faut baisser la garde, ou bien qu'il faut saquer le travail et ne pas réussir. C'est une obligation qui incombe à l'employé. Et là où ça devient un couteau à double tranchant, c'est que c'est au beau milieu de vos études que l'employeur peut se lever et rompre. Il peut rompre. Parce que s'il voit que ça ne l'avantage pas, il va finir par dire que, mais écoutez, vous êtes venu me bluffer. Vous m'avez dit que vous mettrez cela à l'actif de notre entreprise, pour ci, pour ci, pour ça. Mais vous voyez déjà, après vous avez fait 2 mois, après vous avez fait 3 mois, nous avons baissé. Vous n'êtes plus productif. Vous n'arrivez pas à déléguer les charges. Les charges qui sont peut-être les charges secrètes ou les charges importantes que vous deviez faire, vous déléguez ces tâches-là à vos collaborateurs qui ne sont pas capables. Votre service a baissé complètement. Ok, pour le moment, il peut prendre un circulaire, il peut prendre une décision parce qu'il dispose de ce qu'on appelle ses prérogatives. Il a ce pouvoir discrétionnaire. N'oubliez pas que c'est un consentement entre vous et lui, qui n'engage pas la main-d'œuvre, qui n'engage pas l'inspection du travail. Donc, il peut se lever et dire, ok, monsieur X, madame Y, pour des raisons d'ordre de performance, d'accord, et de non-productivité, je voudrais que nous puissions d'abord suspendre cela. Et ça se suspend. Qui est-ce qui paie? C'est vous qui perdiez. Parce que d'ailleurs, il va justifier même au niveau de la main-d'œuvre ou de l'inspection du travail qu'il n'a pas même la capacité financière de pouvoir supporter partiellement ou totalement vos études ou votre formation. Et vous aviez accepté que vous, en tant qu'employé, vous avez la capacité de supporter vos études. Que ce que vous l'avez demandé, c'est le temps. Mais dans ce temps, voilà qu'il est en train de perdre. Donc, vous avez une obligation. C'est là que ça devient là où c'est encore dangereux, c'est quand l'entreprise a des annexes. Par exemple, la direction est à Cotonou et il a une annexe à Calavi ou bien il a une annexe à Parakou et il te dit, bon, je t'appelle. Voilà. Comment tu feras pour pouvoir suivre les cours? Merci.
Ah, j'ai été victime de ça une fois. Qu'est-ce que ça a donné? Comment Non. vous avez finalement laissé l'emploi? Non, bon, est-ce que j'ai laissé l'emploi? Je dirais, bon, comme je viens de constater, je viens d'avoir l'ampleur ou bien la véracité de ce que monsieur le maire dit. Mm. Informer son employeur, c'est vraiment important. Ça t'évitera beaucoup Absolument. de stress. Absolument. Ça t'évitera beaucoup des inconvénients, je dirais, de beaucoup de problèmes Absolument. que tu peux vraiment, que ce que tu peux résoudre aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est d'informer son employeur pour vraiment être à l'abri de toutes ces choses-là et être vraiment libre d'esprit. Parce que si ta conscience n'est pas libre et que tu n'es pas libre de toi-même, honnêtement, tu peux toutefois vouloir faire tout, tout et tout. Et on est comme on le dit, et on dit à la vie de Widow en Non, tout tu dois quoi, mais Dans cette situation, il faut d'abord savoir comment choisir votre école. Voilà. l'école de formation. L'école de formation. Si vous savez que cette école-là a des annexes partout, d'accord? Oui. D'une part, c'est que vous avez quand même déjà 50% de solutions. Et l'avantage, en fait, c'est quand il est informé, c'est bon. Et vous faites tout possible. Vous savez, l'employeur n'est pas le Dieu qu'on ne peut flatter. Il n'a pas besoin de vous demander le rapport, hein, Madame Tchoubla. Mais par contre, périodiquement, vous lui montrez à quel niveau vous êtes. Périodiquement, de petits rapports. Telle chose à avancer, telle chose à avancer. Ce sera difficile. Quand c'est dans son intérêt, ça sera difficile de vous couper de là comme ça. C'est bon, voilà. Mais l'exemple qu'il a donné, s'il vous renvoie dans une autre ville, parce que bon, vous cherchez à tirailler avec lui, vous n'avez pas, comme on dit, de recours au fait. Vous subissez. Absolument, c'est clair. Wow. C'est clair. Donc, Tu n'as pas le choix, soit tu rends le contrat avec lui, soit tu privilégies. En tout cas, en fait, tu privilégies l'une de l'autre. C'est ça. Donc, Et quand tu n'as vas pas- vouloir venir à un règlement à la baisse, il y a trop tard. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de suivre. Il sait l'objectif qu'il poursuit. Exactement. d'accord, nous allons aborder cette fois-ci la négociation. Et Monsieur Gibran Nakwa nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est la première fois. Oui. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de ressources humaines. Nous sommes en train de parler du cumul emploi-études, cadre juridique et professionnel, où mettre le curseur pour être efficace et efficient. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Monsieur Habib Rodonou, qui est recruteur et spécialiste en management et gestion des organisations, nous disait qu'il y a plusieurs conditions pour aller dans ses études. Il a cité le compte professionnel, le compte de formation, le compte personnel. Alors, comment aller à cette négociation? Ce sera la première question que je vais vous poser, Monsieur Nakwa. La négociation pour aller aux études. Je suis employé, j'ai envie de faire mon master, je veux que mon patron, je veux rien faire dans l'illégalité vu que j'ai un contrat d'obligation. Je veux l'informer. Comment négocier cela pour que ça ne soit bénéfique à nous deux? Ok. Merci, Vous allez parler madame. dans votre micro? Ok, merci, madame. Une négociation pareille se fait d'abord en tenant compte de ta performance dans l'entreprise. Je ne peux pas venir voir mon employeur quand je suis un cadre médiocre et lui dire je vais aller en formation. C'est un peu compliqué. Donc, si je sais que je vais obtenir quelque chose de mon employeur, je travaille à ce que quand je vais le voir plus tard, ça soit plus facile. Donc, je crée déjà au préalable le cadre de cette négociation. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, je vais lui montrer clairement l'avantage qu'il gagne à me laisser aller à cette formation. Encore que, techniquement, quand l'employeur laisse l'employé aller en formation, c'est des questions de motivation aussi. De l'employé? De l'employé. Ça touche des questions de motivation de l'employé, pas de l'employeur. L'employeur, c'est un capitaliste. Lui, il veut toujours gagner plus. Mais l'employé, lui, c'est un socialiste. Lui, il veut toujours prendre. Donc, c'est une question de motivation. Et quand c'est un employeur qui est soucieux du développement des talents chez lui,
Quand vous venez le voir et quand vous êtes un bon talent, il n'y a pas de difficulté à négocier. Mais quand vous n'êtes pas bon, là c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans les entreprises qui se respectent, il y a tout un process. Il y a des questions d'évaluation variable, il y a des questions en fait de bilan, de compétences. Il y a beaucoup de systèmes qu'on met en place pour pouvoir accompagner le talent. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus de gestion des ressources humaines, nous sommes à l'ère où on parle plus de gestion des talents. Et quand on recrute quelqu'un, nous ne le recrutons pas obligatoirement en fonction de son background. Parce qu'on prend en compte aujourd'hui les soft skills. C'est-à-dire? La personnalité, tout ce qui a rapport à la personne. Ok. Oui. Donc, si l'intéressé aussi ne se connaît pas, toi en tant qu'employé, tu le connais. Mais il ne se connaît pas, il vient te voir et dit, je vais aller en formation. Mais il te présente une formation et quand tu le regardes, tu te dis, mais il ne peut pas faire cette formation. Mais c'est parce que lui, peut-être il a appris chez des amis, en faisant ses recherches, que quand on va à cette formation-là, on trouve vite des opportunités. Ça veut dire que quand tu fais tes analyses, tu dis quoi? Le gars veut faire la formation, mais il va me quitter bientôt. Donc pourquoi j'autorise cette formation? Aussi, un agent qui vient en négociation doit intégrer les questions de perspective à venir, c'est-à-dire le plan de carrière dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'envisage de devenir? Est-ce qu'au niveau de ma fiche de fonction, c'est l'évolution professionnelle que j'ai ça? Est-ce que je veux suivre des règles de mobilité, changer carrément de zone de confort pour aller vers d'autres fonctions? Donc, c'est tout ça on intègre pour pouvoir faire une bonne négociation. Ok. En fait, bétonner le dossier pour que ça soit pas un refus. Montrer à l'employeur son intérêt à me laisser aller. Le convaincre que je ne vais pas disparaître après la formation. Voilà, donc il faudrait savoir bétonner cela pour y aller. Est-ce qu'il est obligé d'accepter? Non. Il n'est pas obligé d'accepter. À moins que ça soit de son initiative. Il n'est pas obligé d'accepter. Parce que techniquement, tu viens le voir un matin, tu lui dis, bon, je veux faire des cours du soir par exemple. Et que je dois sortir à 16h ou à 17h, aller, l'école peut-être est à Kwakwa, aller à Calavi m'apprêter ou à venir à Sainte-Rita avant de repartir à l'école. Il regarde, il dit non, je peux te laisser 18h. Comme il peut dire non, ton poste, c'est à 19h, moi j'ai les meilleures informations. Comment tu fais? Donc, techniquement, toi qui es en train de réfléchir en tant qu'employé à aller en formation, c'est comme les congés, hein, tu dois préparer en fait celui qui prend la remplace. Si tu ne fais pas tout ça et tu viens me voir, mais moi je te dirais non. C'est vrai, ça rappelle mon premier contrat que j'ai eu à faire. Bon, je dirais mon dernier contrat, je dirais à Comé. Et j'étais assistant chef d'usine pour la fabrication des poteaux là-bas. Et c'est à 19h, je dirais, que le DG est là pour pouvoir prendre vraiment des informations compétentes, c'est-à-dire sur ce qui est vraiment concernant ce côté coulage, côté ce que nous avons produit en journée. C'est à ce moment-là que le... voilà qu'à 19h, toi, tu es toute fatiguée, tu as déjà terminé ta journée. Et il y a même le dimanche, il dit pourquoi tu n'es pas là le dimanche pour pouvoir travailler. Et ça, au fait, ça pénalise vraiment. Ça pénalise vraiment. En fait, ça relève du code de travail. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle, sous le contrôle du RH, mais ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Et je sais que les patrons sont super forts dedans. Il y a des circulaires que mettent en place des responsables. Je vois, ce n'est pas le coupon des DRH ou des responsables des ressources humaines. Et le circulaire prévoit, quand vous connaissez l'heure de travail, c'est de telle heure à telle heure. Mais passé telle heure à telle heure, les heures supplémentaires existent. Et peut-être sous le contrôle des heures supplémentaires, on vous impose, vous êtes obligé de tenir, de rester à travailler. Voyons un peu. Tout est aussi question de la discussion. Hein. Au moment où tu es en train de contractualiser avec moi. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la prime d'astreinte. Que je peux adosser à ton salaire.
et qui peut me permettre en fait de Regardez. jouir d'une certaine plage horaire qui n'est pas légale en fait. Bien sûr. Ok. Donc, Donc cette prime d'astreinte vient légiférer sur ça, c'est-à-dire vient donner un caractère légal À la C'est- chose. à ça, en fait. et il faut compléter à ce qu'il a dit pour préciser que généralement, on voit que ça devient un tas généralement dans les entreprises. Et quand vous savez que c'est à 19h vous devez quitter, c'est à l'heure là que parfois viennent les tâches les plus ardues. On vous astreint, on vous permet de rester. Et parfois, vous vous rendez compte que vous avez pratiquement peut-être perdu 1h30, 2h, mais vous n'avez pratiquement rien fait. Et ça, il y a des chefs d'entreprise qui savent le faire. À la réponse que donnait le RH en ce qui concerne la négociation, je pense que si on met en place une bonne négociation, c'est possible que le patron finisse par accepter. Surtout quand le patron voit que cela va réellement dans l'intérêt de son entreprise, qui n'est peut-être pas appelé à financer la formation et que ce n'est que le temps, d'accord, le congé que l'employé lui demande. Pour réussir cette négociation, pour compléter à ce qu'a dit le RH, c'est qu'il faut forcément d'abord valoriser votre parcours professionnel. Pendant les 6 mois, pendant les 8 mois, pendant les 1 an, les 2 ans, vous présentez à votre supérieur hiérarchique et à votre DG ce que vous avez réalisé, ce que vous avez réussi à faire pendant ce temps-là. Et voir la pertinence. Après cela, c'est que vous lui démontrez votre engagement en partant pour cette formation, pour ce cours du soir, quel est votre engagement pour l'entreprise. Vous définissez cet engagement-là, vous le lui portez. Après l'engagement que vous présentez, il faut que vous puissiez aussi montrer la pertinence de la formation, la pertinence de ces cours du soir. Quelle est réellement la pertinence de ces cours du soir pour l'employeur et pour vous-même? Quel est l'impact positif que cela aura sur la performance de l'entreprise, sur l'efficience de l'entreprise? Et maintenant, quel est maintenant le planning, le travail? Il faut proposer un plan concret, un planning concret de formation, c'est-à-dire l'inscription, la formation, les examens, l'aménagement de votre temps. Et maintenant, comment déléguer certains types de chefs de service, par exemple, comment déléguer certaines tâches, comment déléguer certaines responsabilités et à qui sont ceux à qui vous déléguez les tâches, qui sont ceux à qui vous déléguez les responsabilités. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses que quand vous mettez en place, vous pouvez obtenir cette négociation. Et pour ne pas être bloqué, il faut maintenant faire appel d'abord à votre réseau professionnel. Et votre réseau professionnel commence d'abord par qui? Par votre supérieur, votre manager, votre supérieur hiérarchique direct. Vous le faites asseoir un soir, en toute liberté, à bâton rompu, vous discutez avec lui, vous lui présentez vous d'abord votre projet professionnel avant que ça ne puisse aller vers le patron. Vous pouvez en discuter avec certains collaborateurs qui sont proches à vous, parce que c'est possible que votre supérieur hiérarchique puisse consulter, pourquoi pas, ces différents collaborateurs qui font votre réseau professionnel. Quand vous finissez, vous allez voir le RH. C'est vrai que c'est du ressort de votre supérieur hiérarchique de porter à connaissance cela à votre RH. Mais ça n'empêche pas si vous avez une bonne relation avec votre RH, parce qu'en principe même, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle, quand on parle d'administration, c'est de manière, nous quittons le haut pour aller vers le bas, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse parfois faire du bas vers le haut. Si vous avez une bonne relation avec votre RH, par exemple, et que votre supérieur hiérarchique, votre manager est informé de votre projet professionnel, de votre désir d'aller vous faire former, ça n'empêche pas que vous demandez rendez-vous avec votre DRH ou avec votre RH, et vous le portez aussi à connaissance, vous lui présentez le projet, vous lui expliquez le projet, et le RH ne sera pas surpris qu'après c'est votre manager qui vient lui en parler, ou le manager ne sera pas surpris que le RH vienne lui en parler, et les collaborateurs sont peut-être aussi informés. En fait, vous mettez en place tout le lobby qu'il faut pour que, quand on va venir présenter cela, que ça puisse passer. Et n'oubliez pas que c'est une demande qui est rédigée avec tout ce qu'il faut, de quoi quand même motiver et votre supérieur hiérarchique, et le RH et l'employeur pour pouvoir quand même obtenir cette possibilité. Oui, monsieur Nanko, oui, allez-y. Nous sommes aussi... Rapprochez-vous de votre micro, vous êtes trop éloigné. Ok. Nous sommes aussi dans un cadre où nous avons beaucoup de startups. Donc, il faut intégrer cette variable-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises structurées comme on le dit. Hein. Au Bénin, on dit oui, il y a supérieur, il y a ci, il y a ça, mais il y a très peu. On peut compter le nombre. Sur 4000 entreprises créées aujourd'hui, on peut savoir le nombre, en fait, qui est assez structuré et organisé. Donc, le chômage grandissant, beaucoup sont dans des startups.
Et techniquement, avec une start-up qui vient de démarrer, qui veut produire par exemple, disons, du gari. Bon, nous en avons une ici qui produit de la bière locale. Ok, de la bière locale par exemple. Il n'y a pas beaucoup de niveaux hiérarchiques. C'est pour dire que convaincre aussi un patron dans ces conditions C'est difficile. est difficile. Oui, C'est très c'est une jeune difficile. pousse, il lui faut de l'eau pour grandir, et vous voulez le priver de cette eau-là. Moi, je dirais quoi? Quand j'ai fait par exemple un peu des systèmes, j'ai suivi un peu des systèmes chinois, où quand tu travailles, c'est en fonction des perspectives à venir. C'est-à-dire l'évolution professionnelle que tu dois avoir dans l'entreprise, qu'on te planifie les formations. Donc, au lieu de partir directement sur une formation diplômante, tu te dis, je vais aller faire le master, on te dit non, oui, il n'y a pas de souci. Mais pas d'abord sur des formations qualifiantes. Valide d'abord des certificats. Et pour aller faire le master, il y a aussi ce système où on fait, comment ils appellent ça, on prend en compte l'expérience, on fait la validation des expériences. Oui. Donc, quand on fait la validation, systématiquement, vous pouvez toujours aller négocier avec une école pour dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai déjà validé tel certificat, j'ai déjà validé tel certificat, je veux faire mon master en un an. Il y a des écoles privées aujourd'hui qui l'acceptent. Mais combien d'employés on a en information? Beaucoup se disent que oui, il me faut un meilleur diplôme pour avoir un meilleur poste. Mais ce n'est Un meilleur salaire. Il faut savoir le poste, c'est un meilleur salaire. c'est pas obligatoirement ça. Parce que nous, quand on recrute en fonction, c'est-à-dire chaque fonction dans une entreprise a déjà le niveau d'études qu'il faut pour l'occuper. Donc, c'est beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte et savoir avec quel type d'employeur nous avons affaire. D'accord. Alors, quand c'est l'employeur qui investit dans la formation de l'intéressé, quelle est l'obligation de cet employé vis-à-vis de l'employeur? Ok. Déjà, j'ai même un cas sur la table actuellement où l'employeur doit investir dans la formation de l'employé, mais l'employeur lui demande de prendre un engagement. Quel genre d'engagement? Je ne peux pas te former après 2 jours, tu vas venir me présenter une démission. Ah, mais s'il me pourrit la vie. S'il te pourrit la vie, tu refuses sa formation et tu démissionnes tôt. On ne connaît pas demain. Non, là, je suis très sérieuse. On ne connaît pas demain. C'est peut-être après la formation parce qu'il sait que bon, j'ai cette obligation envers lui. Il va puiser tout de moi. Là non plus, ça va être complexe. Je pose une question assez légitime. Hein. Au fond, parfois nous taxons les employeurs de tous les maux. Mais au fond, ça ne dépend pas de l'employeur directement. Parce que l'employeur est déjà dans un environnement économique. C'est un capitaliste. Il se doit en fait de faire du chiffre. Oui. Si il décide de t'envoyer en formation, sois sûr que c'est pour avoir plus de chiffres. Oui. Si tu viens le voir pour aller en formation, sois sûr qu'il va dire c'est de bonnes perspectives pour mon entreprise. Donc, pourquoi te pourrir la vie pour que tu sortes? Parfois, il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que ce que moi, je dis souvent, le contrat de travail, et je le dis toujours, c'est comme le mariage. La relation qui lie une femme et un homme. C'est la même relation parce que ici, c'est l'homme qui est la femme, c'est l'employé qui est la femme, et l'employeur qui est une personne morale, parce que c'est une personne morale, est l'homme. Et c'est lui qui donne les ordres. Maintenant, quand tu es femme au foyer, regarde un peu ton homme, comment il réagit. Quand tu es mari, regarde un peu ce que tu fais subir à ta femme. Donc, quand tu es aussi dans l'entreprise, c'est la même chose. Il faut faire un peu un pesé. Donc, vous racontez cette expérience, l'employeur a demandé un engagement. Oui. Il a signé. Oui.
il a fait signer un engagement. Parfois, on te dit, tu ne peux pas démissionner sur 5 ans. Parfois, on te dit, tu ne peux pas démissionner sur 3 ans. Et ça, c'est légal? C'est bien légal. Je te paye une formation, ou bien tu viens me voir pour une formation. J'investis. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas pour des formations qualifiantes. Là, on va dans des questions ou des formations différentes. Parfois même, c'est des expertises. Je suis dans une entreprise où je suis développeur. Or, il y a un projet où on peut aller en intelligence artificielle. C'est une formation qui coûte 3 millions ou 4 millions. Tu viens me voir. Il y a une opportunité. Je te dis, ok, je suis prêt à débourser l'argent. Mais je sais que quand tu es expert en intelligence artificielle, si tu étais à 250 000, tu vas dans une autre entreprise, ça dit au moins c'est 500, 600, 700, tu coûtes plus cher sur le marché. Or, c'est les besoins du marché actuel. Mais je vais te faire prendre un engagement. En partant, tu dois me rembourser mon argent. Donc, si toi-même tu sais que tu trouves mieux ailleurs, c'est que tu as négocié, tu sais que tu peux me rembourser dans ce que tu as négocié. Oui, Habib. Bon, c'est vrai, c'est des choses courantes qu'on peut observer dans les entreprises. Mais est-ce que le Code de travail permet cela? Le Code de travail Ça, je dit, demandais si c'était légal. le Code de travail dit que la relation qui lie l'employé et l'employeur, c'est bien sûr la relation de travail. Et les deux obligations, en principe, de l'employeur, c'est d'abord l'obligation de la santé, l'hygiène, tout ce qu'il faut dans l'entreprise. L'obligation de la formation. L'employeur a l'obligation de former son employé. Renforcer les capacités pour de même pouvoir justifier l'obligation qu'il demande à l'employé de pouvoir atteindre des performances et atteindre le chiffre d'affaires. Mais je ne crois pas que quelque part dans le Code de travail, il est permis à l'employeur d'exiger à l'employé un engagement qui puisse écrire avant d'aller en formation pour aller en formation. Parce que vous savez, lorsque cela va se passer mal devant les prud'hommes ou devant l'inspection du travail, et que l'employé vient à justifier par voie d'huissier, commis à ses frais, aux frais de l'employeur, qu'il a été forcé de prendre cet engagement-là pour pouvoir suivre la formation, encore bien qu'après la formation, même si c'est pour 1 mois ou bien pour 1 semaine, l'employeur ou l'entreprise a bénéficié de ces fruits, attention, ça va se passer très mal pour l'employeur, d'une part, et d'autre part, c'est que cet employé, s'il veut chiffrer, même si c'est 1 kg de fruits, je parle à la manière des profanes, hein, dont a bénéficié l'employé, mais l'employé peut aussi demander à l'employeur ce que tu as pu bénéficier après cette formation. C'est vrai que tu as investi 3 millions, mais par la voie des experts et autres, ce qu'on m'a fait bénéficier, c'est 45 millions. Et vous allez au tribunal du commerce, vous allez à la chambre civile moderne, au tribunal, et puis vous savez, c'est des choses qui vont très loin et qui après tout n'avantagent pas l'employeur. C'est des choses courantes qu'il faut... Un instant, qu'il finisse, vous allez réagir. C'est des choses courantes qu'il faut décourager. Le Code du travail, la Convention collective du travail, ne donne aucun droit à ton employeur d'exiger à l'employé de prendre un engagement pour aller en formation, de prendre un engagement pour se faire former. Si l'employé décide lui-même volontiers de suivre une formation en master et autres, et qui présente cela à l'employeur et que l'employeur n'a pas la capacité de payer, l'employé peut demander un crédit, un prêt auprès de son employeur qui va se faire selon la loi sur ce qu'on appelle le tiers cessible. C'est donc alors qu'à la fin de chaque mois, si vous êtes à 100 000, je parle à la manière des profanes, ça veut dire que vous payez donc alors 33 500 francs peut-être à votre employeur, on retire ça de votre salaire chaque mois jusqu'à ce que vous finissez le master. Et quand vous finissez le master, vous n'avez pas l'obligation. Dans ce cas, c'est vous qui payez votre formation, ce n'est pas l'employeur qui vous paye la formation. Ça ne vous donne pas une obligation de mettre forcément ce que vous êtes parti acquérir comme expérience à l'article de l'employeur. Sauf si l'employeur, en vous accordant le crédit, bien sûr, vous donne ce qu'on appelle le congé individuel de formation, ou vous ouvre un compte personnel de formation, là, vous pouvez prendre l'engagement de mettre à la disposition de votre employeur les différents sacs. Je parle parce qu'il y a des gens qui nous écoutent
Il ne faut pas que demain, ils aillent signer un contrat de travail ou qu'ils se trouvent en face d'un employeur et qu'on leur exige de signer des engagements pour aller se faire former et qu'ils signent bêtement. Nulle part, ce n'est permis dans le code de travail, même les prud'hommes, ce n'est pas permis qu'un employeur puisse forcer, puisse obliger un employé à prendre un engagement pour aller se faire. D'accord. Oui, monsieur Nankwan, vous avez la parole. Je vais un peu restituer les choses parce que ma compréhension de la question, c'est que quoi? L'employeur ou l'employé vient voir l'employeur pour dire je veux faire une formation. Paye-moi la formation. Ou bien? Donc, je demandais les obligations de l'employé quand c'est l'employeur qui lui paie la formation. Qui lui paye la formation. Oui. Donc, le premier cas, en fait, parce que le cas où je te fais un crédit que je déduis du salaire. Du salaire, je ne suis pas... En fait, c'est toi qui paye ta formation. Bien sûr. Donc, là, ça ne m'engage en rien. Moi qui suis ici, par exemple, j'ai fait une formation, je n'étais pas bilingue, on m'a envoyé au Ghana me faire former. Mais il faut me payer l'hôtel, il faut me payer tout ça. Mais je ne veux pas revenir et dès que je suis bilingue, systématiquement, je quitte l'entreprise. L'employeur peut me dire, prends un engagement. L'engagement, c'est un acte qui te dit oui. En allant faire ça, je te donne ça là en retour. L'employeur peut te dire ça. Et lui, il dit que nulle part dans les tests... Ça, c'est un vide juridique. C'est un vide juridique. Et chacun en fait, tire ce vide juridique-là de son côté. Ça n'existe pas. Et mieux, vous savez, là où c'est pire... Un instant, c'est quand vous venez- qu'il finisse. Hein, Vous avez fini, je crois, qu'il hein. finisse. En fait, je disais, c'est un vide juridique et chacun tire ce drap-là de son côté. Ok. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas que ce n'est pas permis. Parce que les gens, les téléspectateurs sont en train de nous suivre aussi. Qui ne se disent pas, quand l'employeur dit, prends un engagement, tu vas dire, ah non, ce n'est pas dans la loi. Bon, de toutes les façons, si vous ne voulez pas prendre l'engagement, l'employeur ne signe pas et puis bon, chacun se débrouille en fait. Il n'y a pas de débat dans ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'employés actuellement qui sont dans ce cas. Et vous savez, on le dit, après 5, tu vas à la formation, je te paye, mais tu n'as pas le droit de démissionner pendant 5 ans. Et on te pourrit la vie, on te fait tout, et on te fait le chantage pour te dire, tu as oublié que tu as signé, tu as oublié que tu as pris un engagement, mais il faut qu'ils comprennent, le code de travail ne le permet pas. Vous allez sur une formation, on vous envoie, vous suivez la formation, vous venez, vous rendez. Vous prenez par exemple le cas de ceux qui sont dans la microfinance, par exemple, parce que nous avons travaillé dans ces entreprises-là, ou lorsque par exemple on vous envoie pour une formation au niveau de construction à la FIA, ici et ça, quand vous revenez, vous faites d'abord le rapport de formation. Vous avez l'obligation maintenant de faire ce qu'on appelle la restitution de la formation. Les collaborateurs qui n'ont pas pu se rendre cette formation, vous organisez une restitution de formation, vous restituez la formation, vous faites la photocopie des documents que vous mettez à leur disposition, vous mettez ça dans les affiches. Le RH prend en retour la restitution de la formation, il prend les documents de manière périodique. On ne va plus attendre le consortium à la FIA pour offrir cette opportunité à telle microfinance. Non, pas du tout. Le RH peut désormais organiser de manière périodique ces différentes formations-là. Voilà. Oui, vous voulez réagir, monsieur Nankwan? Bon, ça m'a un peu... Ça vous a échappé. Bon, le temps que ça vous revienne, on va marquer une courte pause, puis suivre ces étudiants qui sont dans le cas, revenir pour la suite précisément, où mettre le curseur. À tout de suite. J'ai fait la licence et mon master tous en cours du soir. Donc j'avais commencé par le BTS. J'ai eu le BTS en cours du jour et j'ai commencé par travailler. Et je me disais, ah, là, il faut que je continue les études pour avoir les autres diplômes. Et comme je savais d'où je venais et d'où j'allais, alors voilà, je me suis réinscrit et puis j'ai continué les études. Du moment où c'est un engagement et que ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé, ce n'est plus en réalité des difficultés. Mais je peux quand même parler du sacrifice. Je préfère le mot sacrifice parce que comme il faut cumuler deux activités à la fois, il faut beaucoup de sacrifices parce qu'il n'y a plus le temps. Il faut finir le boulot à 19h ou bien à 18h45 avant de prendre le chemin pour l'école afin de continuer les cours. Et puis voilà, on n'a plus le temps pour la famille.
Et puis voilà, c'est plaisir, on n'a plus de plaisir. On sollicite beaucoup la mémoire. Et puis c'est un peu ça. Donc c'est pourquoi moi je ne parle pas de difficultés, mais je parle plutôt de sacrifice. Donc je préfère sacrifier mes week-ends, venir travailler, venir combler mes tas les week-ends que de revenir au boulot, travailler la nuit. Mais il s'est fait qu'il y a parfois des exceptions où il y a vraiment l'urgence et que je revienne parfois pour continuer. J'ai eu la chance d'abord d'avoir un quote-part de financement de mon employeur. Et sur le plan moral, j'ai mon supérieur hiérarchique qui était toujours là, qui m'encourage à le faire, qui me laissait quand je lui disais que attention, j'ai les compositions. Aujourd'hui, je ne finis pas à 19h, je finis à 18h, je finis à 17h45. Il était toujours là, il me comprenait, il me laissait partir. D'autant encore que bon, moi, j'ai un poste où je suis autonome. C'est vrai, j'ai un supérieur hiérarchique, mais je suis autonome. Donc, il ne me complaisait pas trop en fait. Donc, sincèrement, je lui dois beaucoup de merci et c'est une chance pour moi. Mais il y a d'autres cas, j'ai beaucoup d'autres collègues ou d'autres camarades de classe où c'est qu'il faut qu'ils se cachent avant de venir à l'école, que personne ne sache qu'ils veulent aller à l'école. Et dans ces cas, c'est vraiment compliqué parce que souvent les compositions commencent à 17h, à 18h, alors que ton boulot finit à 19h ou bien à 18h30. Et tu n'as pas l'audace de dire à ton supérieur que voilà, tu vas à l'école, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, mais moi, je n'ai pas eu ces difficultés, c'était relax. Il est très difficile de cumuler les deux parce que déjà, vous avez déjà des engagements professionnels donc, qui ne concordent pas forcément avec les engagements académiques. Donc, il faut parfois demander des permissions. Et quand vous avez des dossiers en attente, quand vous avez des exigences professionnelles, vous avez du mal parfois à les cumuler avec les exigences académiques parce que parfois vous avez des cours et au même moment vous êtes attendu au bureau. Donc parfois c'est très difficile mais on arrive à faire avec. Par exemple actuellement je suis sur le campus pour un séminaire, pour le dernier séminaire de l'année. Mais pour pouvoir venir au cours aujourd'hui, j'ai dû rester tardivement au boulot hier, histoire de terminer la masse de travail que j'avais pour ne pas laisser mes charges à une autre personne. Elle a contribué énormément parce que, contrairement à plusieurs autres employeurs, pouvaient me dire non, que j'ai des exigences professionnelles, j'ai un contrat avec elle, donc je ne peux pas cumuler les deux, qu'à l'heure du boulot, je reste au boulot, mais elle a été compréhensible. Et quand j'ai mes cours, quand j'ai mes séminaires, me permet d'aller. Donc, elle a énormément contribué. D'abord, il y a de la volonté, il faut le vouloir. Il y a de la persévérance. Il faut savoir que c'est vrai que tu as un boulot, mais vu que tu as décidé de continuer, tu dois pouvoir te sacrifier pendant le laps de temps-là, que tu es au boulot, que tu es à l'école. Et en quelques années, je pense que c'est vite fait. Moi, quand j'ai eu le bac, venant complètement du Nord, ou n'ayant pas de parents qui allaient me soutenir directement. Et déjà dès ma première année, j'ai pu joindre et mes activités universitaires et la recherche d'emploi pour pouvoir faire face à certains de mes besoins. Donc déjà en première année, je venais au cours, mais en même temps, je travaillais aussi pour pouvoir joindre les deux bouts comme on a l'habitude de le dire. Il suffit seulement de savoir organiser son temps et de savoir planifier son temps pour pouvoir réussir à mener ces différentes activités. Surtout pour nos frères qui sont dans des facultés. Parce que généralement, ceux qui sont dans des écoles, il y a un programme qui est défini. Mais dans les facultés, il y a des cours, par exemple, c'est par semaine. Cette semaine, vous êtes au cours, l'autre semaine, vous êtes libre. La première difficulté, c'est surtout par rapport à la gestion de votre temps. Si vous n'êtes pas assez discipliné, vous n'arrivez pas à gérer votre temps. Parce que, par exemple, les semaines où vous êtes au cours, vous avez des devoirs à réaliser. Donc, les semaines où vous êtes au repos, vous devez consacrer ce temps-là pour les devoirs. Mais dans ce temps, vous devez trouver le temps nécessaire pour aller travailler aussi. Donc, c'est pour ça que je parlais beaucoup plus de discipline et de rigueur. Ça, c'est très, très important. Vous avez beau avoir la volonté, mais vous devrez être assez discipliné et assez rigoureux pour mieux gérer et planifier l'utilisation de votre temps. Il est souvent arrivé de repartir, finir le travail qu'on vous a confié ou de peut-être
brûler certains cours pour pouvoir faire face à des tâches qu'on vous a confiées. Parce que là-bas, vous êtes peut-être sous un contrat. Et celui qui vous emploie ne veut pas comprendre que vous avez laissé son travail. Lui, il veut des résultats. Donc, c'est à vous de vous organiser pour pouvoir lui donner les résultats au temps opportun, quitte à ce que ça n'empiète pas sur vos études. Vu la qualité du travail que je leur offrais, mon comportement vis-à-vis d'eux, il y a certains employés même qui m'encourageaient à dire oui, vous êtes sur la bonne piste. Je vous encourage, n'abandonnez pas malgré les difficultés. Et c'est ce que nous demandons à nos jeunes frères aujourd'hui, apprendre à créer de bonnes relations dans leur entourage. Lorsque vous êtes dans un milieu, un des objectifs que vous devez viser, c'est développer les bonnes relations avec les hommes. Cumuler les deux, cumuler le travail avec les études, ce n'est souvent pas facile dans notre contexte béninois. Puisque, bon, ailleurs, les emplois de temps sont taillés de telle sorte que ça permet à celui qui est déjà en fonction de continuer ses cours. Et ici, c'est sur des arrangements. Voilà, c'est sur des arrangements. Je prends pour moi mon cas. Comme on était nombreux à être déjà des gens qui travaillent déjà et qui veulent continuer les études, on a négocié avec les autorités et ils nous ont accordé des emplois de temps exceptionnels. De telle sorte que la plupart des cours démarrent à 18h30 et se terminent à 21h. Donc ça nous a permis de finir avec le travail, le boulot et de venir répondre au cours avant de rentrer chez soi. Les difficultés, ça n'en manque pas, puisque les compositions, lors des compositions, on a des difficultés parce qu'un enseignant peut venir programmer sa composition selon son emploi de temps en plein jour, alors que la plupart des auditeurs, c'est-à-dire de ces catégories d'étudiants sont en fonction, sont au travail quelque part. Donc on est obligé de négocier des fois de report sur report et ça se fait finalement les week-ends pour que ça puisse arranger tout le monde. Mais il y a aussi des situations exceptionnelles où l'enseignant n'a pas dans son calendrier ou dans son agenda, il ne peut pas faire des négociations. Donc, il déroule le cours en plein jour. Bon, on arrive à se faufiler pour venir suivre, mais ce n'est pas souvent facile. On n'arrive pas à suivre ces cours réellement comme cela se doit. Donc, après ça, on sollicite des séances de renforcement et l'enseignant nous accorde. Et nous qui n'avions pas pu être là tout le long, du coup, il fait ces séances de renforcement pour nous, que nous ayons quand même le niveau qu'il faut, nous ayons les mêmes informations que ceux qui ont suivi le cours régulièrement, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ne sont pas occupés par une autre activité. Moi, mes atouts personnels, mes atouts, bien ma capacité personnelle, ce que j'ai pu développer, la stratégie que j'ai à développer pour réussir, c'est que je travaille plus à des heures indues, c'est-à-dire à partir de 18h30, c'est-à-dire 19h jusqu'à 0h, je suis encore. Quand je finis le cours à 21h, je rentre, j'essaie d'apprendre, de voir, de réviser les parties que je n'ai pas bien saisies et au lendemain, je pose les questions pour pouvoir continuer. Donc le travail a été un peu plus à des heures indues, voilà, pour pouvoir quand même finir cette formation-là. Pour la plupart des jeunes interrogés, la difficulté, eh bien, c'est de pouvoir mettre le curseur là où on est tiraillé de partout, on ne sait pas quoi prioriser pour avoir les résultats, je vais dire, des deux côtés. Je ne sais pas s'il faut parler en termes d'astuces. Donc, Monsieur Nakpa, on commence peut-être par vous. Ok. Moi, pour ma part, il y a la question d'organisation. Et au second point, je dirais que quand tu sais ce pourquoi tu vas te faire former, tu n'as pas de problème. Si la formation que tu vas faire, carrément, c'est pour changer de profil professionnel,
tu as des problèmes. Donc, il faut déjà aussi que l'employé qui veut aller se faire former puisse faire ce qu'on appelle un certain nombre de tests de personnalité, des tests psychotechniques, pour savoir quels sont les atouts que j'ai. Qu'est-ce que j'ai de manière intrinsèque en moi qui me permet d'aller dans une formation, de m'en sortir vite. Même si je viens à 15 minutes de la fin de l'heure, en fait, tout le monde peut être là. Hein. Moi, je viendrai prendre le maximum et ressortir. Le problème de beaucoup d'employés, c'est je dois me faire former pour avoir un diplôme supérieur. Quand tu es dans ce schéma-là, c'est compliqué. Tu ne sais pas là où il faut mettre le curseur. Mais si tu sais là où tu es en train d'aller dans ta carrière et tu as fait les tests psychotechniques qu'il faut, dans un test par exemple, on sait que tu as une aptitude commerciale forte et tu vas te lancer dans une formation commerciale. Tu n'as pas de problème en fait à t'en sortir. Et tu ne perds pas le temps. Ça ne vient même pas changer ton organisation. C'est comme si tu quittes le boulot, on te dit un certain nombre de choses, tu fais déjà l'analyse, tu fais déjà tu vois rapidement les choses, tu te dis, mais dans mon organisation, je peux faire bouger telle chose, je peux faire avancer telle chose rapidement. Et quand tu viens, on voit que celui qui a suivi la formation amène toute une nouvelle dynamique. Donc, où mettre le curseur, pour moi, déjà, je ne peux pas dire qu'il faut prioriser la formation, qu'il faut prioriser l'emploi, mais il faut se connaître. Et surtout qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi actuel. Je vais appuyer, compléter à ce qu'a dit le RH et me situer en ces thèmes. D'abord, l'organisation. Savoir très bien s'organiser. Ce n'est pas aussi facile quand vous voyez que le déplacement devient de plus en plus fréquent. Vous faites la maison, comme je l'avais dit au début déjà, la maison et le service. Vous faites le service et puis l'école. Vous quittez l'école, vous repartez à la maison. Si vous étiez célibataire, vous devez préparer ci et ça. Donc, il faut d'abord une très bonne organisation. À part l'organisation, nous allons mettre le curseur sur ce qu'on appelle le repos. Parce que certains exercices personnels ou professionnels commencent par prendre du temps sur votre repos. Et ça vous donne ce qu'on appelle la fatigue nerveuse et la fatigue physique. La fatigue nerveuse, ou tout ce qu'on fait autour de vous commence par vous énerver. Même si c'est un quelqu'un qui passe, ça vous énerve. Quelqu'un peut-être a crié mal autour de vous, mais n'a pas crié sur vous. Déjà, c'est que ça vous énerve. Et à cela va s'ajouter maintenant la fatigue intellectuelle et la fatigue physique que vous ressentez. Donc, s'organiser et se donner du repos. À part ça, il faut maintenant voir qu'est-ce qui vous pousse à aller à la formation, comme l'a dit le RH. Est-ce que c'est parce que vous voulez aller vers ce qu'on appelle une reconversion professionnelle? Surtout, Madame Toubla, cela surtout pour ceux-là qui ont déjà fait 4 ans, 5 ans à un poste donné et qui disent, bon, ok, avec les nouvelles donnes de marché, avec les nouvelles connaissances, pour être actualisés, il faut que nous allons vers une reconversion professionnelle. Est-ce que c'est la reconversion professionnelle qui vous pousse à aller faire une formation? Est-ce que peut-être c'est parce que vous voulez changer de profil? Ou est-ce que peut-être c'est parce que dans votre projet ou dans votre plan professionnel, vous pensez être à votre propre compte dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans? Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers la formation? Vous placez le curseur là-bas, sans oublier bien sûr ce qu'on appelle la validation des acquis, la validation des expériences professionnelles. Vous savez que vous n'aurez plus la chance d'aller dire, j'ai l'honneur de demander ou de solliciter auprès de votre bienveillance un stage professionnel de 3 mois, de 6 mois. Parce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez déjà, le poste que vous occupez déjà, pourrait déjà vous permettre de commencer par valoriser ces expériences-là que vous êtes en train de nouvellement acquérir dans votre formation de master ou de licence en cours du soir ou peut-être de doctorat. Donc, plaçons le curseur d'abord sur l'organisation, plaçons le curseur sur le repos, d'accord? Plaçons le curseur maintenant sur l'objectif, ce qui nous pousse à aller vers la formation. Vous allez voir, il y a des gens, par exemple, qui ont une licence en gestion des ressources humaines, qui sont super bons, et qui, en même temps, ils vont se former encore, ils vont faire encore le master en gestion des ressources humaines. Il y en a peut-être qui ont une licence en marketing action commerciale, et qui vont faire en même temps, encore, après 5 ans, dans une entreprise, bien sûr, ils vont s'inscrire en cours du soir pour aller faire master en marketing action commerciale. C'est mauvais, c'est ça? Oui, moi je pense que c'est mauvais parce que là, mais vous avez un plan professionnel.
Vous avez un projet professionnel. Est-ce qu'il faut aller encore faire un master en marketing action commerciale ou aller faire carrément un master en marketing international ou chercher peut-être une formation spécifique dans laquelle vous savez que après 5 ans, après 8 ans, parce que vous êtes en train de perdre déjà 8 ans déjà, et quand on prend votre CV, on voit que la plupart des expériences professionnelles que vous avez acquises à ce poste-là pendant 8 ans, c'est équivalent. S'il faut faire une équivalence, c'est équivalent à quelqu'un qui a déjà un master en marketing action commerciale. Alors, est-ce qu'il faut aller faire encore un même master en marketing action commerciale ou aller peut-être aller faire peut-être un master en marketing international, en commerce international, en ci, en ça. Et quand on prend ce master, on l'ajoute à 8 ans d'expérience professionnelle. Lorsque vous tombez demain sur un avis de recrutement, un poste de directeur exécutif dans une microfinance, un poste de directeur général pour une banque, un poste de directeur général pour telle chose, et on dit que la personne puisse avoir un master dans tel domaine que vous n'aviez pas auparavant, mais que vous venez d'avoir. On prend ce master-là, on ajoute aux 8 ans d'expérience professionnelle que vous avez avec votre licence professionnelle en marketing action commerciale que vous avez depuis peut-être 2008-2011, vous voyez que vous allez faire le poids. Vous pouvez certainement occuper une place de choix dans les critères devant le recruteur ou devant votre futur employeur. Donc, pensez à une reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui nous pousse à aller à la formation? C'est ça le problème. Oui, ce que vous dites, cela s'entend, mais il y a des postes où on exige que le master soit équivalent à la licence obtenue. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi vrai. Vous voyez, quelqu'un qui est commercial, par exemple, qui a été commercial pendant 8 ans, avec une licence en force de vente. Mais il a besoin de quoi? Maintenant, un master. Il peut prendre un master en marketing stratégique. Parce que là, 20 ans et 8 ans sur le terrain lui a permis de comprendre la stratégie qu'on adopte sur le terrain. Et maintenant, il affine ça avec le master qu'il a eu. Pour pouvoir prendre maintenant des analyses SWOT très approfondies, un certain nombre de choses. Donc, ce qu'il dit, ce que M. Rodon est en train de dire, est logique. Oui, mais certains, j'ai eu ma licence en force de vente, oui, c'est la même chose. Je vais encore en master, c'est de la force de vente. Qu'est-ce que j'apprends de plus? À part le diplôme, je ne sais pas. Donc, il faut chercher ce en quoi on veut devenir expert. Parce que quand on dit master, c'est quelqu'un, quand on dit master, c'est un expert. Et l'aberration qu'on a ici, c'est que l'intéressé quitte en même temps l'école, il fait la licence, il commence un premier boulot, il dit moi je vais m'inscrire en cours du soir pour faire le master. Ça, c'est un problème qu'on a dans le système francophone. Normalement, je fais au moins 5 ans. Ça fait beaucoup. Hein. Je peux faire 3 ans et aller vers le master après. Le master, en fait, c'est un diplôme pour avoir une expertise. Et quand on veut parler d'expert dans un domaine, parfois c'est 10 ans. Quand on dit poste de directeur, normalement, dans certaines entreprises qui se respectent, c'est 10 ans. Il faut valider 10 ans ou 8 ans au moins avant de se retrouver directeur. Et un directeur, c'est un cadre, mais qui est dans la conception. Un expert aussi, c'est quelqu'un en fait qui fait des analyses approfondies, qui fait de la conception à partir des données qu'il reçoit. Donc, il ne faut pas faire la formation pour faire la formation. Mais il faut faire la formation pour un but et pour un plan de carrière donné. Mais si l'on revient dans l'entreprise et qu'on change d'orientation, comme vous le dites, si mon employeur ne voit pas où on s'en va, il peut ne pas vouloir accompagner et ne pas donner la disponibilité qu'il faut pour aller vers cette formation-là. C'est pourquoi j'ai dit au départ, avant d'aller en formation ou avant d'aller négocier avec l'employeur, il faut déjà savoir ce dont l'employeur a besoin dans son entreprise. Une chose est de savoir ce dont il a besoin, mais l'autre, c'est ce dont moi j'ai besoin aussi. S'il y a une certaine adéquation. Ce dont on a besoin se révèle déjà à travers les tests de personnalité, les tests psychotechniques. Mais parfois, l'employé pense qu'il se connaît.
Or, l'employeur le connaît mieux. L'employeur peut te dire, mais tu es un commercial, hein, mais quand tu viens me faire mon point financier, mais c'est tellement droit que quand tu vas faire une étude en comptabilité ou en analyse financière après, ça dit un MBA, Business Administration et comme ça, tu seras très bien. Mais tu viens le voir, tu lui dis, je veux faire un master en force de vente. Il te regarde et sourit. Donc, l'employé, lui, la pression quotidienne ne lui permet pas en fait de voir tout son potentiel. L'employeur, lui, il est un peu en retrait. Il observe. C'est le vieux assis, quoi, qui voit plus qu'un jeune debout. C'est ce qu'on dit. C'est le vieux assis, il est là, il est loin, et il te regarde. Et il voit mieux. C'est un peu ça. D'accord. Vous, start-up, parce que vous êtes aussi patron de votre entreprise, vous pouvez, avec tout ce qu'on a dit là, vous pouvez accorder la possibilité à un employé d'aller étudier. Oui, pourquoi pas. C'est important aussi, ça fait partie de ces expériences professionnelles, de ces expériences personnelles, je dirais, mais professionnelles, parce que déjà moi aussi, je suis dans le cas. Bien vrai, je ne laisse pas le génie civil, comme je le dis, mais c'est une activité secondaire. S'il se voit dans la capacité de se faire former dans d'autres domaines et qu'il peut vraiment exercer les deux en plein temps, là, pourquoi ne pas le laisser à... Et si ça n'entre pas dans la ligne de votre entreprise, enfin, dans l'évolution de celle-ci? Ce qu'on fait, l'entreprise, quand on parle d'entreprise, c'est toute une organisation, je dirais. Ce n'est pas seulement parce que je produis de la bière qui sera là, c'est pour produire de la bière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire sa formation aussi peut m'aider, ou bien peut m'aider de moins à évoluer dans d'autres domaines. Donc ce n'est pas seulement parce qu'il est un capsuleur aujourd'hui qu'il se dit, bon, je vais faire une formation en comptabilité, que bon, je lui dirais que bon, tu es capsuleur, bon, tu ne peux pas faire la comptabilité, non. Peut-être que demain, sa formation qu'il a fait peut m'aider à mieux tenir dans mon entreprise. Donc, quand on parle d'entreprise, même le gardien est très important. Le gardien est très important. Il faut le chérir à ce qui paraît. C'est la première oreille de l'entreprise. Voilà, donc toute formation est vraiment capitale pour une bonne marche de l'entreprise. Alors, on va finir sur les conditions de rupture de la négociation. Bon, on l'a quelque peu brossé sans approfondir. On commence par vous. Monsieur Rodonneau. La négociation de formation peut être rompue pour un certain nombre de failles ou de problèmes de constat, d'accord, que ce soit prévu dans le contrat qui est voulu entre employé et employeur, que ça ne soit pas prévu. Ce qui peut amener cela, d'une part, c'est quand l'employeur commence par constater qu'il y a une baisse de performance, que vous n'êtes plus productif, par exemple. Il ne va pas se lever du jour au lendemain pour vous arrêter. Il aura peut-être une demande d'explication, il aura peut-être un avertissement verbal, et puis voilà, il va quand même suivre la loi. Le contrat, cette négociation peut être aussi rompue lorsque l'employé commence par constater que l'employeur ne respecte plus lui-même les termes, ou ne respecte les termes de négociation, ou ne respecte plus lui-même ses paroles, ses promesses, ses engagements. En ce qui concerne peut-être le congé individuel de formation, ou en ce qui concerne peut-être le compte personnel de formation, quand l'employeur ne vient plus à respecter cela et que l'employeur sait pertinemment qu'il a demandé au DRH, dans le cadre du CIF, de congé individuel de formation, de libérer M. Ince tous les soirs à 18h ou à 18h30, de lui accorder peut-être 1 heure par semaine pour les examens, pour ci et ça, et que c'est quand il vient à pouvoir bénéficier de cela que les tâches lui viennent, l'astreinte lui viennent, comme l'a dit le RH, telles choses viennent, donc il voit que les thèmes ne sont plus respectés. Parce que le RH au début nous a dit que la relation de travail, on peut la simuler à une relation de mariage, à une relation de couple. Il nous a dit que c'est tel que la femme voit comment se comporte son mari à son égard et le mari voit comment se comporte la femme à son égard. Je pense que c'est la même chose dans ce contrat-là entre l'employé et l'employeur. Et l'employé voit est-ce que l'employeur respecte et l'employeur voit est-ce que l'employé respecte aussi. Mais autre chose qui peut aussi amener peut-être à la rupture, c'est lorsque
l'employé vient peut-être à bout. Il dit, bon, aujourd'hui, avec cette formation que je commence, je n'ai plus les moyens de finir la formation. Peut-être. Alors que déjà, c'est qu'on lui a ouvert un compte professionnel de formation. Et on sait qu'au terme de l'année, il ne pourra plus bénéficier de ses congés annuels parce que le compte personnel de formation qui lui a été ouvert permet à ce que l'employeur puisse lui enlever peut-être si c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà qu'il n'a plus les moyens de financer la formation. Donc, il peut peut-être demander simplement à l'employeur de rompre ou de stopper d'abord cette négociation, de stopper d'abord ce contrat qui existe, le temps que l'année prochaine, il a les moyens de pouvoir. On tombe sur des cas comme ça où, même quand vous faites le crédit et qu'on vous prend le tiers cessible, un incident survient, un malheur survient, ce que nous ne souhaitons pas, telle chose arrive, et vous n'avez plus les moyens de supporter votre propre formation. Mais pourtant, le compte professionnel de formation est ouvert et est là déjà, et vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc, il y a certaines choses qui arrivent. Mais qu'est-ce que nous préconisons? On dit qu'un règlement à l'amiable, c'est mieux qu'un bon procès. C'est toujours bien quand même que l'employé et l'employeur puissent s'asseoir à table, qu'ils puissent négocier, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent trouver un bon terrain d'entente. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci bien. Monsieur Nakpo, quelque chose à rajouter? Je n'ai pas grand chose à ajouter. Moi, je dirais juste que quand on anticipe bien, ça n'arrive pas. Quand on anticipe bien, ça n'arrive pas. Et l'avantage pour un employé, c'est de convaincre au maximum son employeur à l'envoyer en formation, que de supporter la formation de sa poche. Or, pour pouvoir le convaincre, c'est qu'il faut faire preuve d'une performance donnée. Et quand tu fais preuve de cette performance-là, et même quand tu viens le voir, quand c'est un employeur averti, qu'est-ce qu'il te dit? Là où tu es en train d'aller, ça ne va pas t'arranger à long terme. Et comme c'est lui qui veut payer, il te propose les meilleurs cadres pour réellement finir ta formation, mais pour aussi lui permettre de souffler dans sa trésor. Donc, quand tout est bien analysé au départ, vous n'avez pas de problème. C'est quand c'est mal ficelé qu'on se retrouve toujours à rompre quelque chose ou à commencer par négocier une rupture. Moi, c'est ce que moi je trouve. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gibran Nakpo. Je rappelle que vous êtes gestionnaire des ressources humaines. Monsieur Habib Rodono, qui lui est recruteur et spécialiste en management et gestion des organisations. J'étais également avec Monsieur Stéphane Passassi, qui lui est auditeur en génie civil et également chef d'entreprise. Quelque chose à dire pour conclure? Je n'ai plus rien à dire, juste que pour les formations, il faut vraiment la patience et l'organisation. Parce que sans l'organisation et la planification, je ne peux rien faire. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà beaucoup. Merci à vous. Alors, on va descendre ensemble. La descente ici est faite de jeux. Un petit blind test. Alors, vous avez deux choix. Soit on joue avec les mots, soit on joue avec la musique. Vous écoutez la musique et vous devinez l'artiste et le titre. Parce que les mots sont préférables. Qu'est-ce que vous préférez, Monsieur Nakpo? Réfléchissez bien pour bien ficeler la chose. Les mots. Les mots. Les mots sont préférables. Vous préférez les mots. Vous n'avez même pas encore connaissance des conditions. Vous préférez les mots. Ok. Vous? Je les jouer. Ok, d'accord. Les mots. Alors, voici les conditions pour jouer avec les mots. Je vous donne une série de mots que vous allez faire deviner à votre partenaire. Vous comprenez? Avec quoi? À votre partenaire. Vous serez deux à jouer. Okay. C'est celui qui fait deviner qui gagne, qui a le gain à la fin. Okay. Donc, s'il fait bien deviner et que le gars, son partenaire, donne les mots justes, c'est que c'est celui qui fait deviner qui prend. Okay. Vous comprenez? Okay. Alors, pour faire deviner, les phrases sont interdites. Okay. Les groupes de mots sont interdits. Okay. Les onomatopées sont interdits. Le dialogue est interdit. Vous n'utilisez que des mots. Okay.
On va faire la première condition. Et vous n'avez pas le droit de proposer des mots qui commencent par le premier syllabe du mot que vous avez. C'est sérieux. Bon, il faut avoir une mémoire d'éléphant. Hein. Oui. En tout cas, si vous écorchez les conditions, je suis là à vous rappeler alors. Ok. C'est compris? Et il faut faire les 4 mots pour avoir le prix. Un sans faute, au fait. Ok. C'est bon? Super. C'est clair? On va s'y mettre. On peut y aller. Bien sûr. C'est vous qui voulez. Moi, j'allais prendre la musique et on n'en parle plus. Hein. Mais vous voulez jouer à les mots. Jouer à les mots, on s'installe pour le quiz. Alors, il y a M. Nakwa qui me faisait comprendre qu'il y a un vide juridique dans mes conditions, qu'il peut donner le mot en anglais. Oui, libre à vous. Mais comme j'ai dit, tout ce que vous ne pouvez pas donner le mot, le même mot. Vous pouvez donner les synonymes en anglais si vous préférez, mais si vous dites le mot en anglais, elle dit non. Elle dit non. Voilà. Alors, monsieur Kassassi, vous allez faire deviner les mots à monsieur Nakwa. Et s'il donne les mots que vous avez, c'est que c'est vous qui prenez le prix. C'est bon? Vous devez commencer par le premier mot, c'est-à-dire vous suivez l'autre. Sur chaque mot, vous avez droit à 3 essais avant qu'il ne vous demande de passer. Vous comprenez? Non, s'il ne trouve pas, il peut demander que vous passiez. Mais vous devez lui donner au moins 3 indices. C'est bon? Joueur, top, c'est parti. Il va voir, non? Il va voir de loin. Ici, il voit, c'est que c'est plus un joueur. Et on y va, on y va, on y va. Le premier mot, c'est ça. Hein? Réponse. Vous parlez pas fort, il n'entend pas. Réponse. Réponse. Oui. Réponse. Question. Bravo. Non, je n'ai pas écrit question. Vous lisez question, là. Moi, je n'ai pas écrit question. Je n'ai pas écrit question. Bon, je n'ai pas écrit question. Non. Deuxième manche. C'est quoi le deuxième mot? Non, on va proposer encore un autre mot. Vous avez droit à 3 indices jusqu'à... D'accord. Avant que ça ne passe, oui. Et je peux donner l'indice en anglais aussi. Non, on est en français. On est en français. Actualité. Actualité. Vous voulez le suppléer? Enfin non, c'est individuel. Actualité. Monsieur Nakwa, on y va, on y va, on y va. Ça sera une télé? Pardon? Ça sera une télé, non? Non. C'est une question que vous posez. Émission. Vous devez donner une réponse claire. Ok, une émission. Ça, c'est une phrase. J'ai dit des mots. Bon, émission. Non. Non. Continuez. Dernier indice. Dernier indice. Bon, le mot c'est sur ce plateau. Ça, c'est une phrase. Je ne prends pas. Donc, c'est éliminé. Vous ne comprenez pas? On dit il n'y a pas de phrase. Vous ne dialoguez pas. Ok, bon, plateau. Je passe. Le mot, c'était quiz. Il aurait pu dire jeu. Vous aurez pu dire jeu. Ok. C'est pour ça qu'il a dit question, vous avez dit réponse. Et il disait que vous avez trouvé, dit jamais. Je n'ai pas écrit réponse sur la feuille. Allez, deuxième mot. Bon. Deuxième mot. Recrutement. Candidat. Non. Salarié. Une entreprise. Ah, c'est une phrase. Entreprise. Non. Un travail. Employé. Non. Emploi.
Emploi. Ok. Ok. C'est emploi. Ouais, c'est ça. Ah, troisième mot. C'est combien de mots au total? 4. C'est corsé, hein? Offre d'emploi. Non. Offre, je dirais. Recrutement. Non. Moi, j'ai le mot exact qui va lui faire dire ce qui est sur votre feuille. Je dirais recrutement. Employé. Dernier mot, dernier indice. Non. Employeur, sorry. Employeur, je voulais dire Ce employeur. n'est toujours pas le bon. Allez, donnez-lui le dernier indice. Ça prend du temps. Je cherche le mot. Ah non, ça doit couler de source. Inspecteur. Travail. Mais RH. non. RH. Elle lui dit gestionnaire. Non, RH n'est Gestionnaire. pas un inspecteur. Elle lui dit Inspecteur n'est pas RH. gestionnaire. Si vous dites gestionnaire, vous allez Gestionnaire des dire ressources emploi. humaines. C'est ça. Si vous dites emploi, vous allez dire travail. Là, il va dire RH forcément. Allez, le dernier. Bon, start-up. Employé. Bon, au moins ça. C'est au tour de Monsieur Habib. Vous allez faire deviner les mots à Monsieur Passassi. Top, c'est parti, on y va. On y va vite, on n'a plus le temps. Hein. Communication. Émission. Joindre. Joindre. C'est Joindre. Joindre. Communication, joindre. téléphone. C'est bon, ça marche. C'est le bon mot. Deuxième mot. Deuxième mot, indice. Nous allons gagner ce plan. Allez-y. Contresens. Pardon? Contresens. Contresens? Non, je ne prends pas. D'accord. Proposez un autre. Je propose un autre. Hein. Rejet. Pardon? Rejet. 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 Qu'est-ce qu'on rejette? Renvoi, c'est ça? Annulé. Annulé. Attestation. Dernier Non. mot, dernier indice. Tenez un indice pour finir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Ah! Ah là là. Ça veut dire annulé, n'est-ce pas? Oui. Je suis annulé, hein? Premier au ménage. C'est un blind test, comme je vous l'ai dit. Allez, on y va, on y va, on y va. Stop. 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 Stop, stop, stop. Arrestation. Mais non. Fallait lui dire panneau. Interdiction. C'était interdiction. 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 Troisième mot. Troisième mot. D'accord. Comment est-ce qu'on peut le dire? Premier indice. Ouh, moi j'ai le bon mot. Allons-y. Allons-y. Non, on va pas partager. Passez-moi le mot justement. Si je vous Une dis bière pour vous. chanteur. Chanteur. Chant. Chanteur. Musique. À côté de ça. Synonyme. Artiste. Bon, ça marche. Super. Quatrième mot. Bon, quatrième mot pour finir. C'est lequel? Là, je me mets à vous aider. Hein? Ah là là. Bon, Il faut avoir un beau. on évolue. C'est 4 mots, n'est-ce pas? Plateau. Télévision. Formidable. Il va saluer d'abord. Il va saluer d'abord. Je vous ai aidé, il a trouvé ça. Donc vous n'avez pas fait un sans faute, désolé. Vous ne gagnez pas, mais c'était bien. Hein? Il a fallu que je vous aide. Allez, le dernier à jouer, c'est Monsieur Nankman qui va faire deviner le mot à Monsieur Habib. Allez, on y va, Monsieur Nankman. Ensemble. Ensemble.
Je doute. Unité. Non, il vous Unité propose maintenant. unité. Équipe. Très bien trouvé. Ok, deuxième mot, premier indice du deuxième mot. Plateau. Télévision. Télévision. Émission. Ah, d'accord. Oh non, il voit. Non, il ne voit pas, il ne voit pas. Il ne voit pas. Oui, il voit. Il ne voit pas. Il y a un troisième mot. Mais on lit à travers. Hein. Non. Si on Ok. lit à travers, moi je lis à travers. Ok, c'est bon. Mariage. Couple. Réfléchissez, il y a trop de blanc. Syllagmatique. Ah, ça là, moi-même j'ai à trouver. Synalagmatique. Synalagmatique. Je viens. Contrat. Parfait. C'est bien trouvé. C'est lui qui a trouvé le très bon indice. En fait, je me suis inspiré de ce que le RH a dit, que la relation de travail, C'est un que- contrat, un mariage. Ouais. Ok, dernier mot. C'est le dernier, non? Quand on le place ensemble, faites-moi un peu Le dernier mot. Résultat. Examen. 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 Deuxième. Résultat. Formation. Un instant, il doit vous proposer autre chose. C'est pas formation déjà, donc. Ça prend du temps là. En train. En train. En train. En train. Ah oui, De l'entrain. oui, de l'entrain, j'ai compris. Ah, c'est bon, il semble compliqué. Essayer. Essayez. Il propose essayer, c'est pas ça. C'est pas ça. Troisième et dernier indice. Vous voulez lui faire louper le Courageux. plat. C'est la même chose, n'est-ce pas? Il dit courageux, vous dites quoi? C'est la même chose. Il faut enlever le EU, c'est ça? Vous lui posez la question. Le dialogue est interdit. Lui, vous dit courageux, vous proposez quoi? Attention. Courageux. Courageux. D'ailleurs, là, c'est maintenant la réponse. Pour amener c'est tellement. Pour amener Il c'est demande si tellement. vous pouvez l'aider. Courageux. Madame Tovola demandait. Non, Madame Toubla ne veut plus aider. C'est elle qui donne le plat. Donc, Engagement. Je viens. bon, c'est fini. Je viens. Non, il avait demandé de Non, je suis pas là. il a demandé que vous l'aidiez. Bon, ça marche, nos chers. Nous avons gagné alors engagement, justement. C'est pas engagement. Non, donc j'ai pas répondu. Ah! Formidable. Nous avons le plan. Non, mais il est un bon joueur. Il est un très bon joueur. Il s'est donné les indices. Allez, merci. Les mots étaient quiz, emploi, RH, employé, téléphone, interdiction, artiste, télévision, et puis équipe, émission, contrat, engagement. Monsieur Nankman, bien joué. Vous avez donné de très bons indices. Monsieur Rodonu, moyennement. Hein, moyennement. Et monsieur Passassi, bon, assez bien. Assez bien. Alors, je vous remercie tous de vous être prêtés au jeu. Merci pour votre disponibilité. Merci. Nous espérons, mesdames et messieurs, que nous avons apporté quelque chose. Nous vous avons apporté un plus dans vos réflexions de cumul et emploi et études. Vous savez désormais ce qu'il faut faire pour donc réussir ce projet. Ainsi, pour enfin la cour commune du jour, que je vous remercie d'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, si Dieu le veut. Là, tout de suite, c'est la descente avec Modeste de Stockway. Mais pour le moment, ce programme, qui est la cour commune, le deuxième temps de la matinale, est terminé. À tout à l'heure.